Mais après, c'est de partir sur des 30, 40, 50 K-Day. Et après, par la suite, j'ai envie d'avoir un 100 K-Day stable. Déjà, les tips, vraiment quick win, c'est vous tournez marché français, vous ajoutez forcément Belgique, Suisse, Luxembourg dans les campagnes, ça c'est du basique. Donc ça double limite ton audience. C'est bloqué à 10 K-Day, des fois c'est juste une question d'offre. Et juste en modifiant l'offre, tu peux te passer de 10 K-Day à 20 K-Day. Et ça, notamment, l'environnement en joue grandement. C'est-à-dire que si t'as des potes qui vont en soirée tout le temps, etc., bon, ça va être compliqué d'avoir une bonne discipline. Bienvenue dans ce podcast, je suis avec Exami, c'est un plaisir, on va aller directement dans le vif du sujet, full value celui-ci. On a déjà commencé un petit peu en off, je te laisse te présenter rapidement à l'audience, comme ça les nouveaux te découvrent. Carrément, je vais faire une courte présentation pour pas non plus s'éterniser là-dessus et après donner pas mal de valeur. Donc déjà merci pour l'invitation, moi c'est Exami. J'avais déjà fait un podcast du coup avec toi et Zézinho justement sur Nextstep. Beaucoup de bons retours d'ailleurs. Pas mal de value, j'ai essayé de donner un maximum, on a essayé même de donner un maximum j'ai envie de dire. Et du coup, moi j'ai une agence Media Buying, donc de base c'est mon business principal, j'accompagne des clients de A à Z, donc je prends un pourcentage du CA, un peu comme ton agence, seulement on accompagne les clients sur tout de A à Z, les créatives images, créatives vidéo, on gère le site, bref tout de A à Z. Et à côté j'ai aussi agence Media Buying où je fais juste Media Buying. Et là, tout ça, j'essaye de mettre ça un petit peu de côté justement pour doucement en fait scaler mes propres shops parce qu'au final, niveau temps passé, niveau humain, etc., moi, c'est un truc déjà qui me plaît beaucoup plus parce que quand tu gères des marques, voilà, tu peux pas tout gérer de A à Z, c'est pas toi qui prends les décisions. Alors que quand c'est tes marques, tu fais ce que tu veux, tu scales et voilà, c'est beaucoup mieux et tu peux scaler sur des plus gros montants. Et en fait, moi, l'agence, c'était décorrélé par rapport à mes objectifs. Je voulais faire beaucoup plus et du coup, j'ai préféré Là, tu me relancer dans l'e-com. Ton envol avec tes propres shops. Voilà, c'est ça. J'avais déjà avec fait. Tout le learning finalement que tu as eu des agences, parce que je trouve que c'est quand même le business model pour apprendre le plus pertinent. J'ai appris énormément de choses avec l'agence et même avec des gens que j'ai pu justement coacher. Je fais des petits coachings d'une heure de temps en temps et vraiment, ça m'a apporté aussi beaucoup de value sur tout ça. Et ça m'a permis aussi de continuer à affûter mes petits process justement en e-com de manière générale. Et puis voilà, là j'ai lancé mes propres shops et infoproduits aussi, du coup les deux. Et là je suis en train de scaler. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai relancé, là ça fait une semaine, mais déjà hier 5K Day avec 40% de marge, donc c'est pas mal, tout cumulé avec les testings aussi des nouveaux shops. Excellent, c'est pas mal. Ça va vite. Voilà, là le but c'est déjà 10K Day dans un premier temps. Voilà, 10K Day dans un premier temps. Mais après, c'est de partir sur des 30, 40, 50 K-Day. Et après, par la suite, j'ai envie d'avoir un 100 K-Day stable. Ça serait un peu l'objectif final. Excellent. Bel objectif. Premier bon objectif. En plus, là, tu commences au bon moment. Q3, il y a moyen de bien build et d'aller chercher quelque chose de sympa. C'est vraiment pas mal. Après, moi aussi, le truc, c'est que je lance pas mal de produits, surtout evergreen. Moi, je vise vraiment le long terme. Et du coup, tu profites pas forcément du Q4 parce que c'est pas forcément des produits qui s'offrent, etc. Donc, en fait, les coûts augmentent, mais tes ventes pas forcément. Parce que, après, il faut essayer forcément de faire des promos par rapport surtout que ta base mail, tu n'auras pas le temps de la construire énormément d'ici là. Je comprends. Moi, ce que je te propose, c'est de parler d'international. C'est un sujet que tu maîtrises. C'est un sujet on a parlé en off pas mal de fois. On peut faire ça sous le prisme du media buying. Toi, une personne qui veut lancer différents marchés, donc qui tourne déjà sur un marché et qui veut en lancer d'autres, tu vois les choses comment en termes d'adset, de campagne, d'ad account potentiellement et de structure. Est-ce que tu as de la value un peu sur ça? Donc, cas concret, je tourne en France à 1, 2, 10, 20 KD, peu importe. J'ai envie de m'expandre dans des nouveaux marchés. Qu'est-ce que tu conseilles? Ok. Moi, déjà, je suis expert avant tout normalement du marché français. Donc, international, un peu moins, mais ça commence. Et il y a pas mal de gens justement où j'ai donné des petits tips, ils arrivent à scaler justement l'international. Alors déjà, les tips, vraiment quick win, c'est vous tournez marché français, vous ajoutez forcément Belgique, Suisse, Luxembourg dans les campagnes, ça c'est du basique. Mais moi, je mets aussi US dans ma campagne FR directement avec des pubs en français, etc. Et je mets également du coup Canada et plein d'autres pays. Généralement, je mets même toute l'Europe en fait. Et en fait, il y a des Français un petit peu partout. Et il y a, en fait, on va dire, en France, je ne sais pas exactement c'est quoi la population française, mais dans l'Europe, USA, Canada, etc., et c'est limite, il y a plus de personnes françaises qu'en France, en fait, voire autant, en fait. Donc, ça double limite ton audience. Et je dirais pas que ça permet de scaler x2, forcément, mais ça permet de gratter encore du CA, qui est très rentable. Et déjà, ça, c'est un premier truc pas mal. Ok, super intéressant. Donc, finalement, ajouter tous les marchés francophones avec des processeurs de paiement, des marchés connus e-commerce. On va pas viser l'Afrique ou quoi francophone, on va vraiment viser les grands marchés connus credit card. Voilà, c'est ça. Tu as aussi, par exemple, Portugal qui fonctionne très bien. Tu as
Vraiment, il y a énormément de pays qui fonctionnent super bien. Et au niveau de la devise, tu t'adaptes quand même la devise au pays? Alors, par contre, ouais, sur le Shopify, je mets la multicurrency. Et voilà, tout simplement, je laisse en français. Donc ça, c'est vraiment le premier truc dans un premier temps. Ok, la Quick Win, c'est tous les marchés francophones, Credit Card, PayPal, tu les ajoutes dans ta campagne C'est ça, je mets même les pays, même pas forcément Credit Card. Facebook, qui sait que le shop, il est que en Credit Card parce qu'il reçoit que les paiements Credit Card. Et du coup, c'est comme, je vais prendre un exemple, il y a des personnes, par exemple, qui disent que si tu n'as pas PayPal, tu perds vraiment 20-30%. En réalité, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si tu commences avec Credit Card et PayPal, le jour où tu te fais sauter PayPal, bah, Facebook va continuer à t'apporter des personnes qui font du Credit Card et du PayPal. Alors que si tu commences avec Credit Card directement, bah, en fait, Facebook, il sait que tu fais que du Credit Card, il va cibler que les personnes qui font du Credit Card. De manière générale, forcément, des fois, l'algo, voilà. Oui, mais il y a un temps d'adaptation, le temps que Facebook capte qu'il y a un processeur de paiement qui a sauté. C'est ça. Si PayPal saute, ça peut prendre des fois un bon mois déjà avant de se recalibrer. Et ça peut faire très mal. Mais ouais, ça se recalibre tôt ou tard dans tous les cas. Et petite parenthèse sur PayPal, est-ce que pour toi c'est obligatoire? Est-ce que tu conseilles, tu déconseilles? C'est quoi ton point de vue sur PayPal? Alors, le conseiller ou pas le déconseiller, ça c'est propre à chacun. Ce qui est sûr, c'est que tu peux avoir des halls, des blocages, etc. Moi, j'utilise pas PayPal, je fais full credit card. Là, tu vois, justement, je suis en train de scaler un infoproduit et un Shopicom. Et dessus, j'ai pas PayPal, j'ai juste Credit Card. Et je tourne entre 40% après taxe pour l'instant et 50%. Voilà. Bon, après, c'est le début, tu vois. J'ai pas encore scalé sur du 20-30K day, mais voilà. Il n'y a pas forcément besoin, c'est pas obligatoire PayPal. Ouais, obligatoire, non, ça je suis 100% d'accord. Et après, finalement, c'est un risk-reward qu'il faut calculer propre à chacun parce qu'il peut avoir des blocages ou des holds. Et ça, quand on a une petite trésorerie, ça peut être très dommageable. A contrario, ça peut peut-être légèrement augmenter la taille de l'audience ou la conversion. Après, ça doit sûrement aussi dépendre de l'audience, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de pas mal de choses. Mais moi, j'ai vu plus d'un shop faire des très gros chiffres sans PayPal. C'est pas du tout une obligation sur le marché français. Hormis certains marchés comme l'Allemagne, oui, l'Allemagne, etc. Là, c'est soit il faut PayPal, soit Klarna, soit les deux. Après, avec Shopify Payment, maintenant, tu as PayPal intégré. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Là où avant, c'était pas le cas. Ça dépend des pays. Forcément, par exemple, en France, il y a PayPal intégré. Les autres pays, je suis pas sûr. Mais en tout cas, marché français, anglophone et globalement en Europe, hormis peut-être l'Allemagne, PayPal, c'est un plus, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est ça. Et aussi, bah là, du coup, on parlait justement un shop français. Ouais. Mais après, du coup, ton shop français, tu peux le dupliquer en anglais. Et là, une fois que tu l'as dupliqué en anglais, tu fais nouvelle ad account, tu peux faire nouvelle page, nouveau pixel. Tu peux garder le même pixel si tu veux, mais moi, j'aime bien changer quand je change. Donc, je fais un site différent. Tu fais un site différent. Tu ne fais pas du multi-market. Moi, j'évite parce qu'en fait, il y a pas mal de bugs avec Shopify. Des fois, ça marche bien. Des fois, ils font des mises à jour, ça marche un peu moins bien. Du coup, je préfère vraiment séparer les shops. Donc, tu crées un nouveau shop. Nouveau shop, le même en anglais. Surtout que des fois, il faut vraiment remanier totalement le shop de manière différente. Parce qu'en France, par exemple, notamment, c'est pas le même marché qu'aux US. Et c'est pas forcément les mêmes choses qui fonctionnent. Là où en France, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire un truc ultra brandé. Ça fonctionne super bien. Là où, par exemple, aux US, les trucs ultra brandés, des fois, ça fonctionne pas aussi bien. Enfin, je parle branding, pas forcément logo, packaging, mais aussi au niveau des sections des sites. Les US, généralement, et même le monde anglophone de manière générale, ils aiment bien les choses plus simples. Par contre, toujours bon marketing, etc. Ok. Donc, duplication du shop. Toi, la première quick win, c'est rajouter les marchés, les marchés avec des francophones. Déjà, ça prend 2 clics. Et ensuite, dupliquer en anglais. Et qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on fait en media buying, clairement? Alors, tout simplement, moi déjà, quand je fais des testings, maintenant, généralement, je pars sur une CBO avec 10-15 créatives. C'est une structure simple, surtout quand tu as plein de pays, en fait, c'est beaucoup mieux. Et déjà, pour prendre la température, voilà, si c'est pas bien, bah, du coup, je modifie mon âge, je fais des tests. Et dès que la CBO commence à être pas mal, là, je lance des nouvelles créas, du coup, en ABO. Ok. Et on vise quel marché avec ce site anglophone? On vise les US, on vise les UK, on fait du worldwide? Si vous vendez en Europe, etc., que vous êtes à l'aise avec les taxes, vous pouvez vendre en full Europe en anglais. Soit si vous êtes sur LLC, etc., que vous voulez éviter justement tout ce qui est TVA et tout, bah, vous excluez l'Europe et vous mettez worldwide directement. Ça fonctionne bien. Ok, donc viser par exemple des US. Ok, donc selon le shop des personnes, selon leurs objectifs,
soit viser l'Europe en anglophone, Ouais. soit viser Ou les deux. finalement le Big Four en anglophone ou les deux. C'est ça. Et du coup, quand tu vises le worldwide, est-ce que tu fais des exclusions de pays? Ouais, j'exclus tous les pays où je peux pas livrer, notamment, du coup, c'est pas un pays, mais toute l'Afrique, je vais vraiment tout Ouais. exclure. À part si vraiment il y a des pays, je joue avec l'argent, mais par sécurité, j'exclus au début. J'exclus un petit peu tous ces pays-là. Par contre, je laisse tout ce qui est Thaïlande, Indonésie, etc., parce que ça vend quand Ok. même plutôt bien souvent. Je lance ma CBO et après, je vois là où ça spend. Et tous les pays où je vois où ça spend vraiment énormément sur une semaine et qu'il n'y a pas de vente, j'exclus. Mais généralement, l'algo, quand même, il cible bien. Et tu vois, il y a pas mal de personnes à qui j'ai donné ce tips, par exemple, qui avaient un shop juste au UK, juste aux US, par exemple, et qui ciblaient que US, que UK. Et, euh, et en fait, je leur ai dit, bah, rajoute tous les pays du monde, en fait, Ok. où tu Ouais. peux livrer. Ils ont rajouté les pays. Et là, alors que, par exemple, il y a un gars qui était bloqué au UK, impossible de scaler, etc. Je lui ai dit de rajouter les pays. Et là, il est passé de 400 à 2K day directement en 3-4 Ok. jours. Et à voir si ça tient et tout. Mais tu vois, déjà, il a juste Carrément. rajouté les pays. Il a Et rien tu fait crées d'autre. pas une nouvelle campagne ou un nouvel ad set, tu vas dans ce qui est existant et tu ajoutes les pays. Ouais, ça, Ok. directement. Et quand ça marche pas, justement, tu revas dans cette même campagne ou cette même ad Ouais. set et tu supprimes les pays. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si vous avez déjà un shop qui fonctionne bien, imaginons que UK, je vais éviter de toucher à la campagne, je vais faire une nouvelle campagne D'accord. et je vais exclure les UK. Ok. Après, si voilà, ça ne chie pas de fou et que vous êtes bloqué, moi je rajoute les pays Ok. directement à Je l'intérieur. comprends. Donc, si ça marche, pour éviter de trop dérégler potentiellement les choses, on va construire à côté Ouais, une nouvelle campagne. Si ça galère de base, pourquoi pas essayer directement avec tout. C'est ce que tu recommandes. ouais, c'est ça. Ok, bah, c'est très clair. Du coup, un shop français, il ajoute les pays anglophones. Non, les pays où il y a des francophones. Ensuite, tu Ouais. dupliques en anglais et il va venir viser worldwide. Ouais. Ça dépend après si tu commences par le marché français, mais si tu fais Oui, anglais directement, worldwide. bien sûr, bien sûr. Et une fois qu'un marché marche vraiment, tu vas quand même essayer de build un shop native en termes de langage, où tu vas laisser vraiment anglais et tu vas te concentrer que sur les... Alors ça, c'est encore un moyen de scaler autrement, c'est-à-dire que déjà, par exemple, il y a le truc français, il y a aussi, tu peux dupliquer en Italie, en Espagne, tous ces marchés-là, ça fonctionne super bien, et après, il y en a plein d'autres. Donc forcément, si tu fais dans la langue native, ça fonctionne super bien, parce que si tu mets tout en français et tu cibles l'Europe, tu vas cibler que les Français en Europe, pas les Italiens, les purs Italiens, tu vas pas les cibler. Donc après, ça, c'est vraiment un 80-20, c'est déjà en France, anglais en ciblant tous les pays. Et après, tu peux. Alors, il y a des pays qui prennent pas en fait en full anglais et tu es obligé en fait de faire dans la langue directement. Notamment en Italie, bah, tu fais un shop en italien. Après, voilà, il faut avoir le temps de faire le shop, le focus aussi, parce que avoir plein de shops, Et ça. de ton expérience avec les consultings, les marques que tu accompagnes, que Ouais. ce soit sur le media buying ou avec ton agence, c'est quoi les marchés que tu vois qui sont validés sur... On cherche pas des marchés inexploités, on cherche Ouais, des marchés où on est sûr à 100% que c'est possible que ça fonctionne. ok. Moi, par Alors, exemple, je ouais, sais que tu as cité l'Italie. Pour moi, c'est ouais, un des marchés les plus sûrs en Europe avec la France et l'Allemagne. ouais, Et j'entends aussi parler de plus en plus de l'Espagne. Donc, c'est ouais. vraiment les marchés que j'ai en tête. Est-ce que tu en vois d'autres que tu as vu toi fonctionner? Alors, la France, l'Italie, ça marche super bien, l'Espagne aussi. L'Irlande, c'est bien aussi, c'est un bon Ok. marché. C'est un Irlande? marché anglophone. Ok. Donc c'est vraiment un des marchés anglophones les moins chers, généralement quand tu commences, moins cher que UK, etc. Donc c'est un bon début. Et après, tu as tout ce qui est Suède, etc. Mais il faut avoir les bons processeurs de paiement. Tous les pays Pays-Bas, scandinaves, ouais, finalement. Pays-Bas, Suède, Norvège, tout ça, ça fonctionne bien, mais il faut avoir les processeurs de paiement. Enfin, Klarna, minimum Klarna. Klarna, c'est ça. Ouais, Et Klarna. Klarna, souvent, c'est assez déconseillé. C'est un PayPal encore plus strict, finalement. Ça me semble assez complexe, en fait, finalement, d'aller sur ces C'est marchés-là. assez complexe. Après, ça dépend avec une société. Enfin, ça dépend le type de société avec laquelle Bien tu sûr. tournes. Si tu tournes, par exemple, avec une société Hong Kong, tu as Ocean Payment, en fait, qui te permet de vendre à Klarna. Et en fait, c'est pas trop risqué en vrai. Ça tient D'accord. plutôt bien. D'accord, mais disons que c'est pas des marchés sur lesquels on s'aventure Mm. sans connaître ou c'est pas une quick win. C'est vraiment faut être impliqué pour aller dans les pays scandinaves. Ouais, ça dépend. En fait, juste, tu chopes un Klarna et après, tu peux tester Ouais. là-bas. Surtout si tu gères bien le SAV. Surtout que si tu tournes déjà bien sur le marché français, généralement, tes process sont déjà bons. Tu as un bon Ok. SAV et tout. Donc, généralement, ça tient Bien quand sûr, de même toute façon, plutôt c'est bien. la base avant de scaler à l'international, avoir un bon produit, un SAV solide, faire C'est toutes ça. les choses dans les normes, ça c'est la base avant de s'expandre ailleurs ou même de scaler, hein, tout simplement. Ouais. Ok, donc les pays scandinaves, on a parlé aussi de l'Espagne, l'Italie. Allemagne, Irlande. Ouais. Allemagne, attention, hein, PayPal, il faut que ça soit vraiment, PayPal ou vraiment Klarna. carré.
PayPal ou Klarna, mais là, pour le coup, c'est encore plus sévère qu'ailleurs. Il faut vraiment que tout soit carré, sinon les holds et les blocages peuvent arriver très vite. Ouais, clairement. Tu vois un autre marché, toi, mis à part les marchés anglophones, En Europe, fort, voilà. en Europe, le Portugal, c'est très bien aussi. Portugal, d'accord. C'est pas mal. Et Avec des procédures de paiement spécifiques. Crédit card. Crédit card, d'accord. Crédit card. Ok. Et tu peux aussi avoir PayPal. Donc là, toujours dans cette optique de quick win, tous les marchés qu'on a cités, selon toi, on peut dupliquer le shop, lancer les meilleurs créas, une CBO 10-15 créas, et il y a une possibilité qu'on fasse 5, 10, 15, 30, 40% du CA en plus du jour au lendemain. Okay. Bah après, si tu vises ces pays-là, du coup, dans leur langue directement, par exemple Italie, etc., si tu tombes déjà en France, tu peux faire un x2. x2, ouais. Plus l'Espagne, tu peux faire un x3, ou alors tu feras un 2,5 au total, mais c'est quand même un... Ouais. Non, mais clairement, bah, moi, c'est ce que j'ai vu récemment sur un shop. C'est un shop qui marchait plutôt bien en France. Il a été dupliqué au UK dans un premier temps. Ça a fait x2. Et ensuite, on a ajouté les pays, justement. Voilà, c'était pas worldwide, c'était Big Four. Et finalement, x3, x4. Et sans faire un effort particulier en créative, en funnel, en CRO. C'est vraiment de la duplication pure et dure et de la traduction de créative. Ah bah ouais, quand tu as un truc qui fonctionne bien, tu es à 10 KD sur un marché. Et bah, il suffit juste de dupliquer sur 5, 6, 7 marchés peut-être, et tu es à 100 KD. Et c'est la manière la plus facile d'atteindre le 100 KD plutôt que d'essayer vraiment de le faire sur un marché. Évidemment, il faut bien optimiser, etc. déjà dans un premier temps. Mais c'est vraiment le truc le plus simple, on va dire, pour être sûr d'atteindre des gros montants et d'être stable. Surtout que tu ne dépends pas d'un seul pays. Donc, si tu as un pays, par exemple, où les gens ont un peu moins de pouvoir d'achat, je sais pas, il y a un problème, bah, en fait, tu as toujours les autres pays qui tournent. Et l'audience sature moins, il y a pas mal d'enjeux. Et moi, ce que j'aime avec l'international, c'est le fait de pouvoir profiter des effets cumulés et du learning qu'on a eu sur sa propre brand. Ce que je veux dire par là, c'est que lancer un nouveau produit, par exemple scaler horizontalement avec des produits, bah, ça nécessite de comprendre un nouveau problème, de ne pas avoir de winner, donc être beaucoup en phase de testing et pas d'itération. Et finalement, bah, tu repars en quelque sorte de zéro, alors que quand tu as déjà un produit winner, bah, tu connais les angles qui fonctionnent, tu connais tes créas qui fonctionnent, ton média mix, tu as beaucoup de content. Et finalement, quand tu vas dans un autre marché, tu viens avec tous tes assets et toute ta data. Il suffit de traduire et puis c'est terminé. C'est clairement ça, en fait. On est sur de la traduction de ce qui fonctionne déjà. Le seul truc qui peut changer en dehors des créas, etc., c'est juste l'offre, des fois, où il faut du coup adapter l'offre pour avoir une offre peut-être un peu moins chère sur certains marchés. D'autres marchés, justement, c'est un peu plus coûteux, donc des fois, en fait, ça suffit pas de mettre un prix moins cher, il faut mettre un prix plus cher pour augmenter le panier moyen. Ça dépend vraiment des marchés après là-dessus. C'est ça, bien sûr. Et là, on est tout le temps dans cette logique de quick win. Après, comme tout, c'est pas tout le temps aussi facile. Je sais que, par exemple, j'ai en tête une personne qui avait fait US-UK. Ça fonctionnait pas. Et il fallait vraiment un peu creuser les UK parce que le wording était différent, les audiences étaient différentes, le produit, il fallait un peu l'adapter au marché parce que c'est pas parce que c'est un marché anglophone que c'est forcément le même, les habitudes d'achat, les mêmes habitudes d'achat, exactement. Donc, mais en tout cas, ça reste une quick win potentielle parce que dupliquer un shop et dupliquer des créas, c'est pas non plus la mer à boire. Ça peut se faire sur 1 à 3 jours pour les personnes les plus bosseuses. Et on peut faire x2, x3, ce qui est énorme. Ok. Écoute, pas mal de value. Est-ce que tu vois d'autres quick wins, mis à part la duplication internationale? Pas forcément. Il y a pas mal de trucs, des petits trucs qui peuvent augmenter un petit peu, on va dire, le ROS sur Facebook. Mais globalement, voilà, après, ça dépend vraiment de la structure de chacun. Et rapidement, ton avis sur le retargeting et les options qu'on peut ajouter sur Facebook. Est-ce que tu es vraiment passé team full broad où on laisse l'algo ou alors on fait quand même du targeting, on fait un peu du retargeting? Tu vois ça comment? Alors moi, je suis full broad. Je laisse tout en automatique, les placements, les optimisations. Je me prends pas la tête là-dessus et ça fonctionne très bien. Même le truc multi-annonceur, on a le décoche, on a les coches. Moi, il est coché, je le laisse cocher à la base. Je vois pas de différence. Et donc, pas de campagne de retargeting? Et du coup, non. Alors, il y a des marques qui font des campagnes de retargeting, du coup, avec des créa images, avec des gros codes promo. Ça fonctionne bien. Mais au final, j'évite de faire du retargeting et ces créas-là, je les lance directement en cold, en fait. Ok. Et ça fonctionne bien. C'est très clair. C'est quoi ton avis un petit peu sur la headline, l'ad copy, la description? Tout ce qui entoure la créa vidéo statique, est-ce que ça a beaucoup d'importance selon toi? Et lorsqu'on a déjà une winneuse, est-ce que tu conseilles de copier-coller ce qui est déjà existant sur la winneuse et lancer juste la créa? Est-ce que tu adaptes la créa avec l'ad copy? Tu as compris un peu l'idée? Ouais, moi généralement, tout ce qui est ad copy, titre, etc., je vais
Je vais pas les A/B tester à fond parce que généralement, c'est la créa en fait qui permet vraiment de venir scaler à fond. C'est pas parce que tu as un meilleur ad copy que ta créa d'un coup elle va prendre. De manière générale, voilà, du coup, moi je teste au début. Après, voilà, j'ai déjà mes process, je sais ce qu'est un bon ad copy, etc. Je lance tout ça et voilà. Et l'ad copy, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'on comprenne bien ce que c'est le produit. Comme ça, même Facebook, au niveau des keywords, etc., il sait qui doit aller viser. Alors que si tu n'utilises pas les bons keywords, certes, il y a la page produit qui va venir analyser, mais il va peut-être un peu plus galérer, notamment au début, etc. D'accord. J'avais vu un post, tu sais, le média mailleur assez connu, là, il me semble que c'est Marine Istanovic. Ok, je connais pas. Il est vraiment connu et il a fait ses preuves. Il a travaillé avec des très belles marques et qui disait justement, lui, il évite de faire, par exemple, les A/B tests directement sur Facebook de copie parce qu'en fait, ça crée en interne chez Facebook un autre post ID. Et finalement, le learning, il se splittait en testant quelque chose qui représente que 3 à 5% de la performance. Oui. Et du coup, en fait, autant co-solider tout sur la créative, ce qui apporte vraiment la performance. Ouais, clairement, bah justement, moi, c'est un truc que je parle beaucoup, c'est le chevauchement. Moi, j'ai une règle, c'est jamais avoir 2 fois la même créa qui tourne à 2 endroits différents. Et si j'AB teste un ad copy, c'est directement sur la créa que je lance à la base. Je mets plusieurs ad copy, plusieurs titres, mais jamais après, je vais venir relancer la même créa avec des nouveaux ad copy. Parce qu'en fait, à faire ça, bah, imaginons tu vas la lancer, elle fonctionne pas mieux, et en fait, elle va pas fonctionner mieux à cause du chevauchement. Et du coup, tu vas penser que c'est à cause de l'ad copy. C'est comme par exemple, si on parle des offres, tu vois, tu as des gens qui testent avec les mêmes créatives plusieurs offres. Voilà, ils vont juste dupliquer leur creative winner, ils vont juste rediriger vers un autre URL. Mais le fait de faire ça, ça crée du chevauchement, ce qui fait que tu as une instabilité déjà sur les créas que tu as lancées à la base et aussi sur celles que tu as lancées. Et du coup, généralement, tu as une perte globale. Et du coup, c'est pas la bonne méthode pour moi pour analyser des offres. Là où tu utilises des outils, par exemple Intelligems, qui split le trafic en temps réel, tu n'as pas besoin de dupliquer ton ad, tu as une ad, une URL, et ensuite, une fois que la personne arrive sur l'URL, là, le trafic est splitté en temps réel. Et là, ça, c'est un vrai A/B test avec des vraies data. Voilà, avec la même qualité de trafic, il n'y a rien qui change. Je te rejoins surtout dans le sens où quand tu dupliques une créative sur la même page produit, tu peux avoir des résultats complètement différents. Il y a aussi, on est sur du 50, 100, 200, 300 spends, ce qui reste assez faible, assez volatile. Et c'est très dur. En plus, il y a le chevauchement aussi, comme tu peux dire. Ouais. C'est très dur d'analyser une offre dans cet environnement. Tu parlais de... J'ai envie de rester un petit peu sur l'ad copy, la headline. Ouais. Tu as dit que tu sais c'est quoi un bon ad copy, tu sais c'est quoi une bonne headline. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu un peu analyser ou alors inconsciemment, est-ce que c'est des choses que tu as un petit peu... J'ai pu pas mal tester sur pas mal de marques. Chose que je remarque, c'est que généralement, les longs ad copy en mode AIDA, ça fonctionne bien. Donc la structure AIDA. Donc AIDA, est-ce que pour les moins informés tout simplement, tu attires l'attention, tu parles de la problématique, tu parles de la solution avec un call to action à la fin. Et ça fonctionne très bien. C'est ça, finalement, c'est une structure de copywriting. Exactement. Voilà, vous pouvez regarder avec ChatGPT sur Internet, vous allez avoir pas mal d'exemples. AIDA. AIDA, exactement. Et après, tu as les ad copy courts où c'est juste une headline, tu as des bullet points et tu as un call to action. Voilà, beaucoup plus simple, mais selon les produits. Voilà, problème-solution, je vais partir sur un truc en mode AIDA. Enfin, je vais tester, je vais quand même faire les deux. Et par contre, petit quick win qui fonctionne bien dans les ad copy, c'est de, par exemple, poser une question ou de dire de poster un certain truc en commentaire. Ça dépend évidemment des niches, ça dépend voilà, de tout ça. Mais en fait, quand tu fais ce genre de truc-là, bah déjà, bon, tu as l'ad copy, etc. Mais tu as aussi, du coup, toutes les personnes qui vont poster des commentaires, ce qui fait que, du coup, ça baisse tes CPM, ça baisse, du coup, forcément tes CPC, ça baisse un petit peu tous les coûts. Créer de l'interaction de par le l'ad copy. C'est ça. Et tu peux le faire via l'ad copy, mais via la créative aussi. Pour bien centrer, parce que c'est vrai que c'est des termes, tout le monde utilise un peu ces termes. Ad copy, du coup, il y a la créative, c'est le texte qui va avoir au-dessus de la créative. L'ad copy, c'est le texte au-dessus. Après, vous avez la créative, vous avez le titre en dessous, puis après la description. C'est ça. Donc, le titre, excuse-moi, l'ad copy, c'est assez clair. C'est soit du long form, un peu style AIDA, soit quelque chose de court avec des bullet points. Potentiellement ajouter de l'engagement, de l'interaction par une question pour essayer de baisser un peu les CPM parce qu'il y a des commentaires et autres. Au niveau moi, mon avis sur ça, rapidement, c'est de faire quelque chose, surtout la première ligne, parce qu'après, il y a le view more qui arrive très vite. La première ligne, faire quelque chose d'assez direct. C'est expliquer c'est quoi votre produit ou expliquer le problème que ça résout ou le résultat rêvé, la promesse, voilà. C'est être assez direct. En lisant la phrase, il faut qu'on se sente concerné par votre produit. C'est comme sur ton site, le premier titre que tu mets, c'est censé être le titre vraiment le plus impactant. Il faut que ce soit en rapport avec le bénéfice, vraiment la promesse principale du produit, et pas partir sur un bénéfice secondaire ou quoi. C'est le bénéfice principal, le plus court possible, le plus impactant possible pour vraiment en fait que
la personne, quand elle voit ça, vraiment, ça soit clair et efficace, elle sait pourquoi elle doit acheter le produit en une phrase. Carrément. Ensuite, il y a le titre, du coup. Ouais. Titre, moi, ce que j'ai en tête, que voilà, sans avoir trop analysé forcément, je sais qu'il y en a qui mettent l'offre en avant, d'autres la livraison, d'autres le nom du produit, d'autres une question ou problème, problème ou dream outcome, promesse. Toi, qu'est-ce que tu vois sortir le plus souvent? Qu'est-ce que tu Moi, je mets conseilles? juste le nom du produit de manière très Le nom du simple. produit. Ou alors, je mets un truc en rapport avec la promesse, bénéfice principal. Ou alors, l'offre, mais vraiment, si j'ai des créas basées sur l'offre, sinon ça sert pas à grand-chose. Et ensuite, en description, sous le titre, généralement, j'écris par exemple livraison offerte. Je peux écrire par exemple l'offre à cet endroit-là. Des fois, je mets rien carrément parce que du coup, quand tu mets rien, ton titre en fait, il va prendre plus d'espace. Là où en fait, Moi, description, je préfère ne rien mettre aussi. je préfère ne rien mettre, ouais. Ah, ça dépend à quel point ton titre est important, je pense. Parce que ça sert à rien d'écrire juste livraison offerte, c'est un truc secondaire. Si ton titre en fait que tu mets, il est long et qu'il est important, vaut mieux ne rien mettre en dessous, ouais. Carrément. Et moi, par contre, j'étais pas d'accord avec un truc que tu viens de Ouais, dire. C'était lorsque tu fais des créas sur l'offre, tu mets l'offre du coup dans le titre, c'est ouais, ça? Moi, justement, c'est carrément l'inverse. tu mets tout le C'est temps. quand il y a une créa, tu me connais, mais c'est plutôt quand dans la créa il y a l'offre, j'aime bien avoir un titre assez explicite du type le nom du produit. Parce que si on est vraiment sur une créa très orientée offre, où on a du mal à comprendre le produit Ok, ouais. à 100%, je préfère qu'il y a quand même le titre qui vient expliquer que c'est, Ouais, admettons, en soit ton offre est déjà en avant, c'est donc ça, un legging polaire, admettons. Comme ça, on ouais. comprend bien le mécanisme du produit. C'est un legging polaire, mais il y a l'offre en grand dans la créa. Comme ça, je suis sûr qu'il loupe pas le bénéfice polaire. Il le trouve quand même quelque part. Ok, Donc, bah ça fait sens, hein. c'est vraiment dans cette idée pour pas mettre un plus un et finalement t'oublies que Ouais. c'est un legging polaire, tu vois. C'est pour ça que généralement, je mets très rarement l'offre en avant, hormis si c'est vraiment mon truc et je mets vraiment Ouais, plus le nom du ouais, non, mais produit. nom du produit, je trouve que c'est très safe et c'est très performant. S'aventurer sur des phrases, des questions, je pense que ça peut être contre-productif. Vaut mieux rester sur du simple à cet Bonne endroit. créa de toute façon, c'est Ouais, plus bah oui, de toute important. façon, là, on parle des 5-10% parce Mm. que c'est un sujet qu'on aborde peu finalement et c'est pour lever le voile et répondre à notre audience. Est-ce que c'est important? Oui, non. Là, voilà, on est un peu plus dans le 20 que le 80, mais il faut bien l'aborder de temps en temps. Et donc voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Pas de description. Titre, on met soit le nom du produit, soit l'offre en fonction du feeling. La de copie, long format ou quelque chose d'assez simple avec des bullet points. Structure AIDA Ça. qui est intéressant. Essayer d'aller chercher de l'interaction. Moi, il y a peut-être une subtilité qu'on peut aborder, parce que moi, je suis d'accord avec 100% de ce que tu as dit. Il y a juste, de temps en temps, il y a des créas, notamment statiques, Mm. qui sont parfois très très simples et qui sont performantes. Ouais. Je trouve que là, c'est important de mettre un intérêt particulier dans l'ad copy. Ouais, c'est pour ça que je fais beaucoup des ad copy longs en structure AIDA parce que ça fonctionne avec tout, à la fois avec C'est les ça. créatives démonstratives et à la fois avec les images. Ou des fois, moi j'ai des images, j'en parlais aussi dans le dernier podcast, mais je mets même pas le produit, je parle juste de la problématique et de tous les problèmes que tu as à cause de cette problématique et c'est tout. Et les gens ils débattent en C'est commentaire, ça, parce que etc. moi, je avec vois les quand même une solutions. pattern qui revient enfin, souvent, c'est un grand mot, mais ça revient. C'est des créas ultra simples. Par exemple, un Ouais, avant-après sans texte. Vraiment, ouais, on va voir un bras, fripé, pas fripé, gauche-droite. Euh, et derrière, par contre, souvent, c'est des listicles quand même ouais, sur ce type de créa ultra simple. Et par contre, la de copie, vraiment, c'est soit du storytelling, donc un peu sous forme AIDA, mais version un peu storytelling, ouais. ou alors du long ad copy, type docteur. Enfin, ça dépend de la niche, quoi. Ça fonctionne super bien. Après, tu même pas obligé d'avoir un listicle si tu as une bonne page produit qui explique Ouais, bien pour tous les types de trafic, ça fonctionne pas. Si c'est pas le cas, ouais, un listicle, c'est pas mal. Et après, le seul truc avec les avant-après, c'est que ça fonctionne de malade sur Facebook. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué de les tenir généralement. Généralement, tu te fais ban la créa au bout d'un moment. hmm, Hormis si tu utilises des techniques, mais du coup, tôt ou tard, ça peut sauter quand même. Par exemple, tu floutes la partie gauche, ou alors tu floutes un peu, mais tu vois quand même le truc, ou alors tu floutes une partie, et à droite, par exemple, tu mets l'après en petite bulle, et en fait, ça, l'algo, c'est des ouais. trucs qu'il va pas Ah, capter. ça, il me semble qu'on avait aussi abordé ça dans l'ancien podcast, mais il y a pas de mal, hein, au pire. Ouais. Moi, j'aime bien dire c'est dans la répétition, c'est dans la répétition que se fait l'acquisition, tu vois. Même moi, je me répète souvent les choses, mais
Ouais, ça dépend vraiment des ad accounts, hein. Finalement, est-ce que ça se fait ban ou pas? Ça, pour moi, c'est un des unfair advantage que certains ont. Ils ont des ad accounts beaucoup plus solides que En d'autres. fait, ça dépend de la quantité aussi que tu balances. Plus Ouais. tu en balances, plus tu es susceptible d'avoir des problèmes. Et même si tu les as pas maintenant, tu peux les avoir dans un an. Ça m'est arrivé sur une marque, on n'avait pas de problème pendant 1 an et demi. Et après 1 an et demi, il y en a plein qui ont sauté. Et c'est quand. En plus, on avait forcé dessus, en fait. On en avait plein, donc forcément, la Dakun finit par sauter. Il faut quand même faire attention. Bien sûr, non, mais de toute façon, il faut tout le temps suivre les guidelines de Facebook. Mais je le vois quand même, il y a des ad accounts qui sont un peu plus gentils que d'autres. Et c'est pas que l'expérience, enfin, c'est pas que l'ancienneté ou le volume. Des fois, c'est juste naturel. Je sais qu'il y en a, ils ont des nouveaux ad accounts, ils font passer des choses qui passeraient pas chez d'autres. Et ça, c'est un peu l'unfair advantage des fois. Très clairement. Selon les niches, des fois, changer d'ad account pour pouvoir avoir un peu plus de liberté. En début, c'est pertinent. On a fait un bon tour du coup sur ça. Et rapidement, toutes les personnes qui veulent connaître tes méthodes de media buying vont pouvoir aller voir l'ancien podcast. Mais ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de semaines que c'est sorti. Est-ce que tu as une petite update, quelques changements dans tes stratégies? Pour revenir rapidement dessus, je fais toujours la même stratégie globalement, hein. Ça n'a pas changé et c'est ce qui est le plus efficace parce que c'est là où j'arrive à mieux scale en ABO. Par contre, au début, ça m'arrive de faire une CBO pour prendre la température du produit. Après, je scale la CBO. Si le produit prend bien et que voilà, ça permet aussi d'avoir une campagne et du coup d'optimiser les trucs sur le site et de voir le retour en temps réel sans regarder par créa. Donc c'est assez efficace au début. Et après, je pars en ABO et vraiment, je vais pas reposter les créas de la CBO, juste la CBO, je la scale. En ABO, je fais plein de nouvelles créas, je les scale en ABO et quand elles deviennent moyennes, alors du coup, avant, je mettais les créas moyennes et les bonnes créas essoufflées dans les mêmes campagnes. Mais maintenant, je fais une campagne CBO. En fait, je scale en ABO, etc. Toutes les créas moyennes, donc break-even, légèrement rentable, légèrement en perte. Maintenant, légèrement en perte, je les prends quasi plus en vrai. Maintenant, c'est vraiment break-even, légèrement 5-10% de marge. En fait, au début, je le faisais, mais en fait, tu te retrouves avec des advantages plus où j'en avais 10 sur un ad account, donc c'était un peu trop. Donc maintenant, je le fais un peu moins. Un peu plus picky, tu sélectionnes un peu plus les créas que tu mets dans cette CBO de créa moyenne. C'est ça, donc j'ai vraiment une CBO créa moyenne. Je vais essayer de mettre 25-30 créas maximum, j'essaye de pas trop en mettre non plus. Et j'ai une CBO top créa où je mets toutes celles que j'ai réussi à scale avec un bon ROS et je les mets dedans. Et comme ça sépare vraiment les créas moyennes des bonnes créas. Et ça permet aussi, parce qu'en fait j'ai remarqué, l'algo, quand tu mets trop de créas dans une CBO et que le budget est trop faible, c'est-à-dire même à 1000 € de budget par jour avec 50 créas à l'intérieur, et ben généralement justement c'est pas fou. C'est-à-dire que l'algo il va dépenser n'importe comment. Et parce que l'algo de Facebook est très intelligent, mais seulement si tu as un bon rapport en fait, niveau budget et niveau créa à l'intérieur. Faut pas trop en mettre, parce qu'après il y a plein de bonnes créas qui vont passer quand même à la trappe. Ok. J'ai envie de parler d'attribution. C'est un sujet qui revient souvent sur la table pour les personnes assez haut niveau, qui commencent à faire leur 10, 20, 30 KD. Et c'est un sujet en plus qui est super important parce que c'est nos prises de décision finalement, l'attribution. C'est quoi ton avis sur l'attribution Facebook et sur Triple Whale? Ouais, bah ça c'est très compliqué. L'attribution, c'est-à-dire que tu peux jamais savoir à 100%. Et même sur Triple Whale, qui t'aide un petit peu avec des modèles d'attribution, c'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te donner des estimations, mais des fois, les estimations sont très proches. Triple Whale, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. En fait, c'est juste des modèles d'attribution qui vont essayer en fait de faire en sorte de trouver plus ou moins. Mais en fait, des fois, c'est quand même très loin de la réalité. Mais c'est quand même plus proche de la réalité que Facebook directement. Donc c'est plus proche pour toi Triple Whale que Facebook? Dans tous les cas, ouais. Ok. Mais après, tu vois, quand tu commences à être multi-canal, etc., en fait, c'est impossible de savoir exactement combien te rapporte chaque plateforme. Tu peux savoir plus ou moins, mais quand tu commences à avoir beaucoup de plateformes, en fait, c'est compliqué. En fait, tu as des plateformes, des fois, le ROS est plus bas, mais en fait, ça te permet à une autre d'être justement plus élevé. Et du coup, il faut regarder quand même les ROS, voir si t'es pas trop en dessous. Bah justement, continuons dans ce sens-là. Là, on va faire un deep dive attribution. Ok, carrément. Il y a la notion de first click, last click sur Triple Whale. Donc, est-ce que tu connais bien? Pas à ce point-là, moi, c'est-à-dire je laisse tout par défaut à la base. Ok. Par défaut, parce que je pars du principe que peu importe ce que tu paramètres, etc., c'est juste des métriques différentes en fait que tu abordes de manière différente. Moi, je pars du principe que je regarde uniquement en fait le ROS global. Je regarde le MER et globalement c'est tout. Et après, parce que justement, je trouve ça quand même pertinent arrivé à un certain niveau. Bon, là, on parle vraiment de brain qui faut pas regarder ça à 5-10 KD. Hein. Ça serait plutôt pour du 40, 50 ou plus.
Mais cette notion de first click, last click, qui regardait le ROAS, je trouve ça quand même intéressant pour savoir si c'est une créa qui va drive du top of funnel ou du bottom of funnel. Ok. Si elle est très performante en last click, mais pas du tout en first click, si on itère beaucoup et qu'on accumule ce genre de créatives, bah, on peut se retrouver avec des créatives très bottom of funnel et personne qui rentre dans le funnel constamment. Alors que si on a des créas très rentables en first click, ou alors qui sont peu rentables en first click mais très rentables en last click, Ouais. bah finalement il peut avoir un enjeu. Toi, c'est pas quelque chose que tu vas regarder, toi, du coup. Non, bah c'est super intéressant, mais personnellement, je le fais pas trop. Par contre, c'est vrai que si tu fais que des créatifs bottom of funnel, certes sur Facebook, moi je sépare pas le bottom of funnel, top of funnel, je mélange tout de A à Z. Moi, personnellement, j'ai une approche très holistique. J'aime bien ne pas être trop geek et de trop regarder ça parce qu'à la fin, c'est contre-productif. Clairement. Mais je trouve que c'est des principes qui sont intéressants à avoir en tête, à s'éduquer sur ce sujet. Et après, ça se fait un peu naturellement. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Après, nous, tu vois, on va balancer plein de créatives dans tous les sens avec tous les trucs parce qu'on a aussi l'expérience. Donc, on fait du bottom of funnel, du top of funnel, on mélange tout. Là où un débutant, c'est vrai qu'il peut faire que du bottom of funnel, que vraiment avec toujours la même base. Et du coup, se retrouver aussi un peu piégé dans ce truc-là. Du coup, ça peut permettre justement ça de détecter que tu fais vraiment que du bottom of funnel. D'où la formule miracle, hein, c'est volume, qualité, variété. Si tu fais du volume varié, bah, finalement, tu vas taper du problem aware, solution aware, unaware, must aware. Si tu fais ça qualitativement, bah, finalement, naturellement, tu vas viser un peu tout le monde. Donc ça, je te rejoins. L'expérience et le volume, la variété et la qualité font que, dans tous les cas, c'est des sujets qui vont se résoudre seuls. Ouais. Et donc, si on recadre sur l'attribution, toi, ça va pas être quelque chose que tu regardes. Non, bah après, c'est que moi, je gère principalement Facebook Ads directement et la plupart des marques avec qui je tourne, ils tournent un peu sur d'autres plateformes, mais c'est globalement que Facebook Ads à 90%, donc c'est assez facile à analyser quand même. Ok. Et ça permet de voir quand même avec les emails, voir la réalité. Parce que tu sais, sur Klaviyo, en fait, autant Facebook, ça surtraque parfois, mais ça va encore. Autant Klaviyo, par exemple, ça surtraque, mais à fond. Ça va vraiment s'attribuer beaucoup de trafic qui viennent à la base de Facebook. C'est comme Pinterest. J'ai vu récemment qu'il y a une vue, c'est 30 day view. Enfin, 30 jours vus, il s'attribue la vente. Pinterest, Snapchat Ads, TikTok Ads, ça va encore. Mais Snapchat Ads et Pinterest Ads, ça s'attribue énormément. Klaviyo aussi, il faut le mettre en 2-3 jours max. J'ai eu plein de discussions récemment, ROAS 5-6, et quand tu creuses un tout petit peu l'attribution, c'est pas du tout aussi beau que prévu. Et finalement, ça c'est un peu le truc que beaucoup de gens oublient. Tu coupes Facebook, tu coupes les vannes à quasiment 90% du site. Hein. Quand tu regardes Google, Pinterest, Snapchat, ferme Google, enfin, tu coupes Facebook, il reste plus grand-chose. Ouais. Donc, faut faire attention à l'attribution. Donc, toi, approche assez holistique. Tu regardes, tu prends en compte ces éléments-là. Je me prends vraiment pas la tête, moi. Après, je regarde le MER, etc. Si jamais je vois que le MER, il baisse trop, c'est souvent la plateforme, justement, où le ROS est plus bas, notamment sur Triple Whale, que justement, voilà, il y a peut-être un problème, justement, qui fait que ça tire vers le bas. Ok. Ouais, non, je suis assez d'accord. Ne pas tomber dans les trucs de geek, trop regarder. Tu peux pas être partout, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se concentrer à faire de la créative et à gérer bien ta structure que d'aller tout tester. Non, moi, ce que je conseille, c'est de checker une fois de temps en temps et de faire du benchmark avec le mois dernier et regarder aussi son blended CPA. C'est regarder son coût par acquisition moyen, sa marge au global et de piloter de manière un peu holistique. Dans tous les cas, après, c'est un écosystème. C'est-à-dire que même si tu es un peu moins rentable à certains endroits, plus rentable à d'autres, ça permet des fois les endroits pas trop rentables aussi de commencer à accrocher des personnes que tu n'as pas forcément sur Facebook, par exemple sur Pinterest, etc. et de les recibler ensuite. Et voilà, globalement, il faut vraiment regarder le truc vu du dessus. C'est un écosystème, tu as les emails, tu as plein de choses qui font qu'en fait, à la fin, c'est la rentabilité finale qui compte et pas juste la rentabilité par plateforme aussi. Ouais, carrément, je rejoins à 100%. Et là, du coup, on parlait d'attribution, mais donc on a parlé de Triple Whale, mais il y a aussi la notion d'enrichissement. Ce que ne fait pas Triple Whale, parce que c'est une plateforme externe à Facebook, mais il y a des outils comme WeTracked, TrackBee, RedTrack et Ketaro et plein d'autres encore, je les connais peut-être pas tous, mais qui permettent justement de remonter la data côté Facebook. Et donc là, en plus de l'attribution, l'idée, c'est qu'il y a de l'enrichissement, parce qu'au plus on remonte de data à Facebook, au plus il va mieux target. Est-ce que c'est quelque chose que
que tu recommandes ce type de SaaS, d'outils Pour moi, c'est obligatoire. Ok, Forcément, pour avoir obligatoire. un bon C'est tracking. lequel pour toi le meilleur? Alors, pendant très longtemps, j'utilisais WeTrack, Ok, qui fonctionne super bien, etc. Le problème avec WeTrack, c'est que la data est longue à remonter, genre vraiment très longue. ok. Et depuis un moment, là, j'utilise TrackBee maintenant. Avant, ils étaient TrackBee. moins bons, mais maintenant, TrackBee, ils ont, voilà, Ils ont step up? ouais, ils ont vraiment step up. Et pourquoi ils ont step up? C'est-à-dire que bah, meilleur enrichissement, la data, elle arrive en temps réel. En fait, ils ont une option où tu peux ajouter l'application Facebook sur ton shop directement et tu la mets en conservative. Bon, si vous installez TrackBee, mettez bien en conservative, c'est important. Il y en a beaucoup qui oublient de le faire, sinon ça double track. De toute façon, quand ça parle d'attribution, prenez un call avec l'équipe WeTrack, TrackBee ou peu importe, vérifiez avec eux si tout est Ouais. bien paramétré. C'est important, c'est important. Et du coup, TrackBee, ce qui est bien, c'est qu'avec l'application Facebook que tu mets en conservative, en fait, tu as une déduplication, ce qui fait que la data, vu qu'elle remonte à la fois de l'app Facebook en conservative et à la fois du coup du conversion API avec l'enrichissement, tout ça, et ben en fait, la data, elle est déjà validée et envoyée. Parce qu'en fait, ce qui fait que notamment avec WeTrack, c'est que du conversion API. Et du coup, la data va pas arriver en temps réel parce qu'en fait, elle n'est pas dédupliquée, tu vois, genre, elle n'est pas validée à 100%. Et du coup, Facebook est obligé d'attendre avant de remonter la data sur les campagnes. Et en fait, TrackBee, au final, le fait d'avoir les trucs en temps réel, bah, c'est beaucoup mieux. Et l'algo, il va s'adapter vraiment plus rapidement au cours de la journée. Et même si tu scale, etc., bah, c'est super C'est ce que utile. j'allais dire, il y a l'algo, mais il y a aussi le côté humain, décision. S'il y a des late attribution, on va peut-être pas scale ou on va peut-être même descale des choses qui n'étaient pas si C'est mauvaises. ça. Et d'ailleurs, moi, un des trucs que je suis obligé de rappeler à chaque fois à nos partenaires, parce que ça arrive assez fréquemment, je vois des campagnes, des adsets ou des créas kill avec des bons ROAS, parce que ça a mis 5, 6, 7 heures à remonter Ouais. la data. Et des fois, enfin, moi, c'est une best practice que je conseille, c'est de vite fait regarder ce qui a été coupé les 3 derniers jours, voir s'il n'y a pas eu de la late Ouais. attribution pour réactiver. Clairement. Et Après, des même fois, au tu as de niveau la du late coût par attribution aussi qui vient pas par- réellement de la créa, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un a vu la créa, il a pas acheté et tout. Mais après, je sais pas, il a acheté par les emails, par exemple. Et au final, ça attribue à la créa. Mais bon, en réalité, voilà. Ouais, après, elle a Ouais. participé. Si la personne a rentré son mail et a acheté, en Ouais. soi, c'est Mais des fois, c'est juste pertinent. que la personne, elle a vu la Non, t'as créa, elle a raison, pas c'est pas que cliqué, de la tu late vois. attribution, t'as Ouais. raison, t'as 100% raison. C'est aussi des personnes voient la créa, elle va venir acheter un jour plus tard parce qu'elle retape le nom du site, elle Ouais, voit un par exemple, mail c'est ça. Et c'est pour ça ou que elle voit justement, la pub sur Pinterest. Enfin, ouais, voilà. voilà. C'est pour ça que c'est un Euh, écosystème Avec aussi, un comme on 7 jours disait. clic, un jour vu, c'est super pertinent ce que tu dis. Ouais. Mais voilà, quand on kill assez early, quand on fait du volume à 30-50 euros daily, la créative, c'est bien de regarder quand même. C'est pour ça que tu vois, moi je laisse tourner minimum, tu vois, sur un panier moyen à 30-40 euros, je laisse minimum 150 euros de spend par créative. Même si elle vend pas, je laisse 150 euros minimum. En gros, ça fait 30 euros par jour, c'est environ 4-5 jours, un truc comme ça. Et ça permet du coup de pas jouer sur la chance et de vraiment être sûr qu'elle vend ou pas. Non, je suis d'accord, c'est pertinent. Après, de temps en temps, je pourrais aussi couper plus tôt personnellement en regardant le coût par ATC et le ROAS. Mm. Dans le sens où quand on fait du volume, vraiment du gros volume, il peut avoir un arbitrage de je coupe early mais je fais plus de volume, comme ça je laisse vraiment que les meilleurs créas. Ouais, ça Euh, dépend vraiment des brands. c'est ça, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend de la qualité de la créa, du volume, de pas mal de choses. Les deux sont viables. D'ailleurs, je voulais parler d'un truc, c'est qu'il y a certaines brands où tu n'arrives pas du tout à faire fonctionner la BO, surtout sur des trucs à gros panier moyen. En fait, des fois, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, il y a des marques où c'est compliqué de trouver vraiment des créa winners, parce que c'est juste la niche qui est comme ça. Et du coup, le truc, c'est que tu balances énormément en ABO pour pas beaucoup de résultats, parce qu'en fait, tu as beaucoup de trucs vraiment qui ne fonctionnent pas. Et là, je parle pas, évidemment, je parle déjà, tu as un bon site, un truc validé, tu as déjà fait de l'argent. Mm. Mais tu vois que ton win rate vraiment en ABO, ça te fait perdre vraiment énormément d'argent et t'as rien qui Moi, prend, ça vaut pas le coup. je suis pro ABO, j'adore Ouais. ça. Ah, moi, il y a des brands, tu vois, j'ai dû être obligé de revoir un peu mes Mais process justement, là-dessus. exactement, je te rejoins. Je suis pro ABO, mais c'était il y a quelques mois, on Ouais, travaillait sur un produit qui coûtait environ 200 euros ouais. sur le marché US de panier moyen, donc 150 avec des Faut upsells. spend 600 par créa en ABO là. Et là, en fait, c'est vrai que j'étais un peu embêté. Enfin, en plus, on n'avait pas un historique immense sur Facebook Ads, donc on savait pas qu'est-ce qui fonctionnait, on n'était pas dans de l'itération de choses qui fonctionnent, on était plus en testing. Et finalement, une ABO, on peut pas la couper à 30 euros ou à 60 euros quand on a un Clairement, panier moyen à 200. Et c'est vrai que ça coûte vite très cher de dépenser une fois ou deux fois l'AOV sur des paniers moyens aussi gros. très clairement. Et c'est là, pour moi, c'est là que c'est quand même intéressant de passer sur une CBO et laisser C'est faire ça. confiance à l'algo un peu plus. Parce que
ça coûte trop cher en testing. Bah, là, tu soulèves aussi un point, c'est que selon ton panier moyen aussi, il faut aussi réussir à lire la data. Et c'est pas avec 30-60 euros dépensés en ABO, comme tu as dit, que tu vas tester. Déjà, moi, sur des paniers à 30-40 euros, je recommande 150 euros par créa. Alors, sur un panier moyen à 200 euros, là, c'est facile, entre 500 et 600 euros par créative. Et du coup, pour ce genre de marque, notamment au début, etc., je conseille de faire, moi, ce que j'appelle des CBO batch, où en fait, toutes les 30 créas, par exemple, je sais pas, la marque produit par exemple 60 créatives, bah, je vais faire 2 campagnes de batch où je mets toutes les créatives à l'intérieur, une de 30, une de 30. Et en fait, je vais faire ça par batch de créatives et je vais voir ce qui prend ou pas à l'intérieur. Et notamment, tu vois, quand tu as un produit par exemple à 200 euros, je vais pas mettre les campagnes à 100 euros par jour, par exemple. Avec 30 créas, etc., je vais les mettre entre 200, 300 euros par jour minimum et je vais laisser tourner ça à 5 à 7 jours minimum. Ok, là, super intéressant. Et pour en finir avec l'attribution, ouais, donc toi, Trackbee, tu conseilles, tu vois vraiment un enjeu d'enrichissement. C'est complémentaire à Triple Whale, ça n'a pas la même fonction. Alors, Triple Whale, je crois, ils ont sorti leur truc de conversion API, je suis pas sûr. C'est Radar, non, c'est ça? Ouais, je crois à l'époque, ça y était pas. Radar ou Sonar. Ouais, je crois que c'est Sonar, un truc comme ça. À l'époque, ça y était pas. Là, ils ont rajouté ça. Ça, c'est l'enrichissement côté Facebook, c'est ça? Alors, du coup, apparemment, ils ont fait ça, ouais, pour remonter la data et tout. Ça, je suis pas. Mais ça, c'est nouveau, j'ai pas testé, mais j'utilise pas beaucoup Triple Whale pour être honnête. En fait, j'ai beaucoup utilisé, etc., mais je fais pas beaucoup de multicanal, je suis très Facebook. En fait, c'est ça, un Triple Whale, c'est vraiment utile quand on commence à être multicanal. Sinon, un simple outil d'enrichissement comme WeTrack ou Trackbee, ça fait 100%, 100% l'affaire. Et tu vois, avec Triple Whale, j'ai aussi un problème, c'est que moi, de base, je veux utiliser Triple Whale pour calculer le bénéfice, du coup, avec les coûts, etc. Mais en fait, Triple Whale, c'est très buggé, en fait, au niveau des calculs. Aussi lorsqu'il va avoir du bundle, quand il va avoir certaines choses. Du coup, moi, le seul outil que j'utilise actuellement, c'est Metoric, ça s'appelle. Avec un K. Ouais, Metoric. Et en fait, c'est un truc, tu connectes toutes tes boutiques dessus. Pour chaque boutique, tu mets tes coûts de processeur de paiement, coûts produits, ça calcule les taxes, ça calcule tout automatiquement. Tu peux aussi setup par pays, en fait, les prix de livraison que toi tu payes. Et ça, c'est vachement top. Et c'est un peu dans l'idée, les applications comme ProfitCalc, les choses comme ça. Ouais, c'est ça, sauf que là, c'est un truc externe à Shopify. Et en fait, ce qui est top, c'est que tu as l'application comme ça. Et en fait, tu as un dashboard où tu as toutes les marques. Et tu vois vraiment ton CA cumulé, le bénéfice cumulé, les coûts cumulés, et ça, tu vois tout. Un truc de flexeur d'agence. En fait, tu me montres, regardez, on a par exemple, moi là j'ai lancé plusieurs shops, j'ai de l'infoproduit, plein de trucs. Et en fait, c'est une galère, tu te dois ouvrir chaque BM, chaque truc, c'est horrible. Et du coup, j'ouvre le truc et là, et je vois tout. Le cash flow et autres, ça peut être ultra pertinent. Et c'est comment, souvent, il y a un problème sur ces applications-là, c'est lorsqu'ils commencent à avoir des bundles, des prix dégressifs, des upsells de produits. Ça prend le prix réel alors qu'il ne faut pas prendre le shipping. Ça arrive à gérer toutes ces subtilités-là. En fait, ce que tu peux faire, c'est tu mets le shipping que tu payes de manière générale sur tes commandes. Et après, en fait, tu mets ton prix le plus bas de shipping sur tes produits de manière générale. Et après, par exemple, tu vends un certain produit. Tu sais que ça rajoute du shipping parce que c'est un peu plus cher, un peu plus lourd. Du coup, tu mets ton prix du produit et tu intègres aussi une partie du prix de la livraison. Tu vois, comme ça, par exemple, tu as la livraison à 2 euros. Ton produit coûte 2 euros. Au lieu de mettre 2 euros sur le coût du produit, tu vas mettre 3 euros. C'est comme un peu intelligent. Tu bidouilles un peu entre le shipping. Et là, il n'y a pas de bug, tu vois, contrairement à Triple Whale. Ok. Ça, c'est pas mal. Ouais, là, j'avais Intelligence en tête où je fais ça. Il y a l'average shipping, il y a le coût de produit et tout. Enfin, tu essaies de jouer un peu pour être le plus proche de la réalité. Après, franchement, ça fonctionne bien parce que même Triple Whale, tu paramètres tout bien. Tu as des bugs, tu as des trucs, des fois ça saute. Donc, Météorique. Métorique. Métorique. Ouais, Métorique, avec un K. Ok. Metoric. Exactement. Donc, pour ceux qui veulent bien suivre leur profit avec plusieurs boutiques. Tu vois, moi, ça me fait des lignes par boutique. Tu vois, là, j'ai 5 boutiques, donc j'ai 5 lignes. Et il y a écrit le spend du jour. C'est aussi au time zone de chaque boutique. Tu vois, ça le fait bien. Et tu as le pourcentage de bénéfice, etc. Donc, tu peux vraiment traquer. Tu vois, par exemple, là, j'ouvre mon téléphone, j'actualise, je regarde. Et là, je vois le pourcentage de bénéfice par boutique. Si je vois, par exemple, là, 50%, hop, je sors scale ma campagne. Je me prends pas la tête, je regarde même pas Facebook. Ok, super intéressant. Donc là, on a fait un bon tour sur l'attribution, sur l'enrichissement. On a Trackbee en tête maintenant. On va aller faire un petit tour. C'est vraiment pas. C'est vrai que c'est pas évident avec tous ces tools. Ça évolue. Ça évolue beaucoup. C'est comme le copywriting et les créatives. À un moment donné, j'étais à fond sur Claude. Je suis repassé sur ChatGPT. Et après, t'entends parler de. Ça, pourquoi t'es repassé sur ChatGPT? J'ai l'impression qu'il s'est pas mal amélioré. En plus, maintenant, il y a je te parle de ça il y a quelques mois, mais il y a eu Deep Search qui est apparu, qui est vraiment pertinent. Ça, je dis pour les personas. Le fait qu'on peut utiliser la voice en native qui comprend très bien les choses. Même niveau copie, j'ai l'impression qu'il s'est amélioré.
Ok. J'ai l'impression que qui se font nerf. Il va falloir que je fasse un test. À un moment donné, il s'était fait nerf naturellement, ChatGPT, j'avais l'impression. En fait, apparemment, il y avait quelqu'un chez eux. En fait, tu as des gens en fait, qui donnent de la data, tu vois, par exemple à ChatGPT, etc. Et en fait, tu as de la data un peu empoisonnée. C'est-à-dire, c'est de la data, à première vue, ça paraît nickel. Sauf qu'en fait, c'est tourné dans un sens qui fait que, à partir d'une certaine date, j'avais regardé justement des vidéos là-dessus, à partir d'une certaine date, il va devenir con, tu vois. Ok. Et c'est pas parce qu'ils l'ont décidé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a empoisonné leurs données et du coup après ils sont obligés de venir faire un tri là-dedans. Moi je pensais que c'est super intéressant. vendre le plan qui arrive Non, dans 2 même mois. Ah là, tu veux meilleur ça? Alors peut-être que, enfin ça me paraît très con quand même, tu vois, t'as un truc ChatGPT, tu fais pas non plus pénaliser tes utilisateurs payants, tu vois, à la base. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Si on reste un peu, du coup, si on reste un peu dans les tools, parce qu'on a parlé Ouais. d'attribution, mais on a parlé de tools, pour toi, ton top 5, top 7 tools que tu utilises, que ce soit pour tes créatives, pour ton business e-commerce au global, même des apps, des SaaS, peu importe, qu'est-ce que tu utilises, les choses mémorables que tu as envie de Ouais. citer Bah, je vais en donner peut-être plus que 5 quand même. Non, Et, mais je veux dire, ouais. si on rentre, on deep dive un peu dans comment tu Canva. les utilises, Canva classique. Canva pour tout ce qui est créa image, enfin bref, tous les trucs en rapport Moi, avec les d'ailleurs, images. petit rappel au cas où, Mm. pas la peine d'aller sur Figma ou autre pour faire des statiques. Au contraire, j'ai l'impression que c'est bien, c'est la simplicité qui fonctionne. Donc, restez sur des Clairement. outils simples. N'allez pas sur Photoshop faire une statique, vous allez faire un roi zéro. De base, moi, tu vois, j'étais sur Photoshop, tu vois, à Ok. l'époque, j'étais graphiste, j'étais sur Photoshop à fond, et j'ai totalement délaissé Photoshop. Les graphistes sont des mauvais static makers. Mm. En général, je Ouais, sais pas si de tu es manière d'accord, générale. Bah, c'est mais comme les développeurs sont très nuls en web design de manière générale. Voilà. Donc ça, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, faites des choses simples. Ouais, Basez-vous vraiment sur du marketing et pas sur de l'esthétique. Même s'il faut essayer les deux, selon les audiences et selon les brands, tout ça peut faire. jouer. Variété, qualité, volume, hein, on y revient. Mm. Mais voilà, restez sur des choses simples. Et Canva permet de faire des winners. Il n'y a pas de souci, c'est très Nous, on simple. n'utilise que ça et ça Nous, on scale, n'utilise hein. que ça aussi. On n'utilise que ça aussi. Et en vidéo, CapCut, voilà. Ouais. Par exemple, mon associé, c'est lui qui fait les créas beaucoup. Et lui, tu vois, à l'époque, il faisait Premiere Pro, After Effects. Il était bon, hein. Et au final, maintenant, full CapCut. Ouais, je Je pense comprends. même il a désinstallé Adobe Premiere Pro, Ouais, nous, etc. on Tu vois, des utilise trucs toujours Premiere Pro, mais c'est plutôt. pour C'est des trucs l'outil. très spécifiques. Non, même c'est Non, même pas. l'outil qu'ils utilisent au Ok. quotidien. Ouais, Donc, pour voilà, des gens qui sont habitués, qui et veulent pas voilà, faire le switch. voilà. Mais moi, je suis de la team à aller sur des outils simples. Mm. Ça évite de retirer tout le fluff, tu vois, tout ce qui est inutile. C'est ça. Faut pas me parler de transition Et surtout, bizarre et Premiere tout. Pro, t'es en mode, oh, je vais faire telle transition, etc. Alors que sur Exactement. CapCut, CapCut, t'as pas le choix. tu te concentres sur l'essentiel. Tu te C'est concentres sur ça. l'essentiel. Et c'est ce qui est le plus pertinent et le plus performant. Donc, carrément. Donc, Canva, CapCut, voilà, ça c'est la base pour faire des créas. Qu'est-ce que tu Ça. vois d'autre un peu que tu utilises au quotidien? Bah, tracking, TrackBee, ça on en a parlé. Lui, on a parlé. J'utilise Metoric pour traquer tout ce qui est Métorique bénéfice. pour traquer. Et après, j'utilise aussi pas mal. Alors, de base, j'utilisais beaucoup Afterlib, du coup, pour voir un petit peu tout ce qui est impression, etc., pour la recherche produit et pour voir les concus, etc. Mais là, du coup, TrendTrack, ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir justement tous leurs trucs, justement, Ouais. comme Afterlib. Et Afterlib, justement, je trouve que niveau impression et tout, ils les mettent pas trop à jour. Donc, C'est avec vrai TrendTrack, là, j'attends de que voir. après, bon, ça C'est c'est. bien de tester. Je sais pas quand sortira le podcast, mais c'est vrai que ça, d'une semaine sur l'autre, des fois les tools déconnent un petit peu. Mais c'est C'est vrai ça. que Afterlib, j'ai vu aussi un petit peu de dégradation au niveau Ouais. des créas qui remontent récemment. À voir si c'est fixé ou pas. Apparemment, il y avait une mise à jour Ça reste Facebook, j'avais entendu justement Ouais, de ouais, genre, TrendTrack et du coup, ça avait exactement. Donc, déréglé un peu. est-ce Enfin, que c'est de ça leur repoussait le faute? Est-ce que truc. c'est de la faute du marché? Enfin, de Facebook ou autre, ça, je sais pas. On verra. Moi, Afterlib, ça reste un tool que j'affectionne. Mais Ouais. t'as raison, si demain il y a TrendTrack qui fait ça. En tout cas, TrendTrack, tu as quand même le truc, tu sais, où tu vas dans les bibliothèques Facebook. Maintenant, tu as un bouton pour regarder tout le spend. Ça, c'est bien et tu vois, c'est gratuit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Carrément, carrément. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que en entendant la feature finale des impressions, si tu trouves les bonnes pages avec du trafic et que sur la librairie, en un clic, tu regardes le spend de toutes les créas et tu les tries, on est Ouais, déjà pas mal, hein. On est déjà pas ouais, mal. clairement. Et après, j'utilise Atria aussi. Je pense que c'est un peu le dernier outil. Ok. Donc, Atria, ils ont augmenté TrendTrack leurs pour faire de abonnements, la alors. veille, regarder les impressions en Europe, regarder Ouais, le trafic, ouais, regarder un peu ce qui se passe en termes de shop, de niche, de time to market aussi. Je l'utilise c'est beaucoup, moi, super TrendTrack, important, ouais. pour voir qu'est-ce qui tourne Ouais, actuellement. bah, tu vas aller monter des visiteurs directement. Donc, tu sais, en fait, si le truc il est récent, si ça vient de scale. Donc, Mm. ça, c'est Et ça assez permet intéressant. aussi d'éviter d'être
le fou du village. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as un shop, admettons, niche très Q4, type jouet, admettons, en plein Q2, et que tu es littéralement le seul à essayer de faire fonctionner la chose et qu'il n'y a aucun compétiteur qui a plus de 20 000 impressions, des fois, il faut changer de niche ou alors se dire, bon, c'est pas le moment où je vais spend de ouf. Et c'est important, ça permet de voir le marché. Certes, avec peut-être un mois de décalage du fait que le trafic arrive souvent Mais des fois, il vaut début mieux du un mois mois. de décalage et être sûr à 100% plutôt que de lancer un truc à la va-vite et au final, tu as C'est peu de ça, chances que ça c'est prenne ça. aussi. C'était par exemple, moi, c'était Q1, fin Q1. On voyait clairement qu'il y avait des chaussures orthopédiques dans tous les sens. Et nous, ça fitait avec ce qu'on voyait aussi sur les ad accounts. Ouais. Quand d'autres niches, elles étaient très peu représentées. Et là, on commence à avoir des transitions et tout. Ça, c'est des signaux qu'il faut prendre du marché. Et les outils comme TrendTrack sont très bons pour ça. Le time to market, c'est important. C'est un peu ce qu'on disait aussi en off. Les créatifs sont très importantes. Mais les créatifs, ça fait pas tout. Ouais. Il faut avoir une bonne offre, il faut un marché réceptif, avoir un bon time to market. Et si on veut scaler à certains niveaux, c'est pas que la créative. Ça va être aussi. On peut en parler justement, on peut partir sur ce sujet si tu veux. Mais... Ouais, juste pour finir sur les tools et on va attaquer ça. Clairement. Toi, t'en vois pas d'autres du coup Atria après, Atria. Mais ils ont augmenté les prix il y a pas longtemps. Donc moi par exemple, je crois que c'est 100 € par mois minimum maintenant. Ok. Mais ça reste un très bon outil pour à la fois rechercher des concurrents parce qu'en fait tu mets un mot-clé et en fait tu as l'IA en fait, qui te propose plein de suggestions même s'il n'y a pas le mot-clé en question. Ok. Et ça, là, franchement, c'est pas mal. Concurrent à Forplay, Atria Forplay, on va vers Atria. Et donc, moi, ça m'intéresse un peu, avant d'aborder le deuxième sujet, enfin l'énième sujet, c'est quoi ton utilisation d'Atria? Là, quand tu te connectes sur Atria, tu te connectes une fois par semaine, une fois par jour, comment tu l'utilises? Alors Atria, c'est plus mon associé qui est sur cette partie-là. On sépare quand même les tâches, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'y vais très rarement pour être honnête. Mais lui il y va donc à la fois pour chercher des concurrents, donc il va chercher avec le mot-clé. Si on voit un truc sur l'anxiété, il va écrire anxiété. Et après là, il y aura plein de créas, même des trucs où il n'y a pas écrit anxiété à l'intérieur. Avec l'IA, en fait, ça va mettre tous les concurrents. Donc ça, c'est vraiment bien mieux que Afterlib, etc. pour trouver les concurrents. Ok. Et ensuite, on a aussi une partie où c'est pour la recherche de créatives. Donc en fait, on a des tableaux et pour chaque marque, et ben on a un tableau où on suit toutes les top brands. Ok, une sorte de board de créatives. Exactement. Et ces créatives-là, parce que nous, on en a un, mais on n'utilise pas Atria. Ok. Parce que nous, on ne se base que sur des créas winners. Oui. Et une créa winners, il faut qu'il y a soit grosso modo, c'est soit des impressions, soit de l'engagement. C'est un peu, selon nous, les deux seules métriques qui permettent de voir si une créa est winner ou pas. En fait, c'est compliqué, notamment aux US, de voir ce genre de trucs. T'as pas les impressions, etc. Justement, l'engagement, donc on peut voir avec AdSpy, mais tu as raison. Mais AdSpy, il n'y a pas beaucoup de créas. Il n'y a pas toutes les créas qui retombent et ça prend des fois plusieurs mois avant d'arriver. Après, nous, dans une inspiration créative, on ne cherche pas les dernières créatives du moment. On n'est pas en recherche produit. Une créative qui a performé de ouf avec un concept qui a 3 mois, 6 mois, même 1 an, on va s'en inspirer. Toi, sur Atria, c'est quoi? C'est ton expérience, ton œil qui te dit ce concept est intéressant, on peut l'essayer. C'est quoi un peu ton avis sur ça? Déjà, il y a forcément l'expérience, l'œil que tu as, etc. quand tu vois les trucs. Mais tu as aussi, du coup, nous, en fait, dans l'abonnement, tu peux suivre 100 brands et nous, on suit 100 brands. Et il y a plein de brands où en fait, on a déjà testé des créatives, on sait que c'est des bonnes brands. Par exemple, tu as Ovi, etc. Nous, on va regarder. Dès qu'ils sortent des nouvelles créas, on va les tester si on les trouve pertinentes. Et même des fois, en fait, ils testent tellement de créatives que tu vas voir qu'il y a des formats en fait qui reviennent tellement que tu sais que c'est un format winner et que du coup ils itèrent énormément et du coup il faut le tester. Donc nous on a ça et on va pas forcément nous se baser que sur les top créas. On va faire un petit peu de tout. On va faire à la fois de la top créa. C'est vrai qu'on a ça, c'est un peu dans notre ADN. On est très très orienté data, ce qui n'est pas tout le temps une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est il faut aussi laisser les places à la créativité, aux bonnes idées, aux trends et autres. Après nous, voilà. Vous processisez la chose, c'est normal aussi. Ouais, après, c'est plutôt une philosophie plus que processiser pour le coup. Mais nous, on a vraiment une board à nous interne où on a toutes les créas statiques qui performent. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vraiment basé sur de la data. C'est-à-dire, il y a soit des impressions si c'est en Europe, soit de l'engagement si c'est hors Europe. Et vraiment, on essaye de s'inspirer de ces créatives, analyser les patterns. Et on voit souvent, il y a du split screen, il y a du textuel, il y a de la flèche, du bullet point, de la headline. Enfin, il y a pas mal de choses, de l'écriture rouge avec des flèches. Voilà, il y a pas mal de concepts qui reviennent sur différentes brands. Et en fait, on s'est dit, OK, si plusieurs brands ont réussi avec ce concept-là,
C'est que ce concept, Ça, tu vois, c'est super il intéressant. est super fort. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as pas non plus 10 000 créas winneuses. Et du coup, c'est vrai que nous, des fois, on va aussi prendre des créas winneuses, mais un peu moins, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des créas, des fois, elles sont moyennes. Tu sais, elles sont pas dans les top créas. Mais en fait, c'est des formats faciles à faire que tu peux faire en quantité. Et en fait, tout cumulé avec des créas moyennes comme ça, tu peux aussi atteindre des gros montants et pas forcément reposer que sur une ou deux créatives. Tu vois, ça, c'est intéressant. Non, c'est sûr. Après, nous, vraiment, on fait une analyse pas que des derniers mois, mais des dernières années, en fait, finalement. Ah oui, toi, tu vas encore plus loin, ok. Ouais, nous, on se dit il y a 3 ans à aujourd'hui, Ouais. c'est quoi les meilleures créatives? Ça, c'est un truc que je fais très peu. Et là, on analyse les patterns. On dit, ah, ça ressort énormément, ça ressort un peu. Ouais. Et là, on va essayer de prendre soit le concept et l'adapter avec le copy et le produit, ou soit reprendre le copy, parce qu'il y a par exemple dites adieu à, marre de, c'est des phrases qu'on voit sortir assez fréquemment, et du coup on va vraiment essayer de se baser sur ça. On se dit, voilà, on a spoté des patterns depuis 3 4 ans. Après, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est un Ouais. tableau qu'on tient, et ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment un tableau qui nous apporte beaucoup de value. C'est intéressant. C'est un tableau que tu fais sur 4Play, Atria, Ouais, sur un non, Google Sheet. pour le coup, ouais, voilà, on peut faire soit un Google Sheet, soit mettre un whiteboard Canva ou un Figma, mais c'est Ok. vraiment juste en fait lister les créas performantes et les regrouper par concept et par pattern, et ne prendre que les top créas des 4 5 dernières années. Ok. Ouais, c'est Et intéressant de regarder sur les dernières années aussi c'est parce ça, qu'au final, il y a des trucs qui sont plus du tout faits, qui sont des formats en fait qui fonctionnent bien super sûr, bien. et le marché ne change pas du tout au tout. Il y a 2 ans, une créa performante peut être la même créa qu'aujourd'hui. Très clairement. Ça reste des fondamentaux marketing, c'est pas des concepts trendy, c'est vraiment des choses assez simples. Ouais, ouais, c'est intéressant. Donc ça, nous, on fonctionne beaucoup à la data quand on crée nos créas. Et on écoute peut-être pas assez notre gut feeling, notre intuition. Ouais, ça, c'est un truc que j'adore faire moi de mon Mais côté. on le fait un peu, mais notre philosophie, c'est d'aller très data. Ouais. Ok. Et Bah, donc, ça fonctionne dans tous les cas, c'est 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 ça, ça qui est le plus c'est ça. important. Mais on est toujours ouvert pour s'améliorer. Et Ouais. donc, toi, tu regardes beaucoup ouais, ce que font les grosses brands. Ouais. Et même sans forcément avoir la data sur Atria, tu te dis, le concept me paraît cohérent, je peux l'adapter à tel brand, on y va. Bah, moi, il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est regarder des créas même qui je sais pas forcément. Et en fait, juste, je vais avoir une idée, je vais me dire, tiens, je vais tester ça. Après, c'est que j'ai l'expérience, etc. Bien sûr, bien Voilà, sûr. je vais pas conseiller ça à un débutant parce qu'un débutant qui veut partir dans des trucs un peu qui sort un petit peu de ce qui se fait, il peut beaucoup se tromper. Alors que quand tu as l'expérience, tu sais comment t'adresser à l'audience, tu sais comment faire en sorte, par exemple, tu vois une créa moyenne, tu vois le potentiel, tu vois que le gars il l'a mal fait et t'es en mode ok, je vais reprendre son idée, je vais faire le truc. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Après, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, j'aime bien faire ça, mais ta méthode est très bien aussi. Enfin, moi, je cumule les deux, tu vois, en soi. Oui, non, mais de toute façon, Mais je vais pas c'est aussi loin que toi, par contre, sur les années, et ça, c'est intéressant, par contre. ouais, nous, c'est vraiment, on se dit, les créa winners, en fait, moi, c'est un peu cette logique de cimetière. En fait, je trouve qu'on n'en fasse pas assez le fait qu'il y a eu des dizaines, des centaines, même des millions de créatives lancées sur Facebook Ads les 3 4 dernières années. Ouais, C'est énorme. ouais, ouais. Des winners, il n'y en a pas non plus des centaines de milliers. Ça, notamment, tu vas sur Des- AdSpy à l'époque où il était performant. Bah, en fait, on a plein là, sur les dernières années avec les interactions. Tu as toute la data et tu vois même le site en fait qui a potentiellement fermé pour avoir des idées aussi. Parce qu'ils mettent les screens. Tu Bien sais. sûr. Et en fait, des top créas, hein, je te parle pas des petites winners, il y en Ouais, a, allez, voilà, 1000, 2000, 10 000, peu importe. Mais quand tu fais le ratio bonne créa et créa morte testing, enfin, le fossé est ah oui, oui, infini. oui, oui, Et en oui. fait, Très je me clairement. dis, enfin, faut s'intéresser au 1%. Pourquoi ce 1% là est là et pourquoi le 99%, enfin, je préfère limite ne pas le regarder, me focaliser que sur les 1%. Après, il y a les produits, il y a l'offre, il y a le time to market, il y a des gens qui font du mauvais media buying. Donc, tout n'est pas à jeter dans ces 99%. Mais si tu zoomes sur les 1% et que tu essaies de comprendre des patterns et, dans ce C'est 1%, la meilleure méthode je d'avoir trouve, des créas winners. je trouve que c'est super intéressant de faire ça. Ouais. Par exemple, tu regardes la fashion, il y a plein de créas, c'est des collages sans texte très simples. Ça, j'adore. Il faut le faire, quoi. Ça serait dommage de pas le faire. Fashion, même tout ce qui est boucle d'oreille, etc. C'est un truc que j'avais fait. Un vieux collage, la créa m'avait rapporté genre 50K, juste une seule C'est créa. ça. Et ça, c'est ça, c'est spot des patterns qui reviennent régulièrement sur le volume de créa. Moi, je trouve ça super intéressant. Moi, si je devais rajouter un tool ou deux, je parlerais peut-être bon, un basique, mais pour les débutants quand même, une application de post-purchase. C'est une quick win facile que certains peuvent Ouais. oublier bêtement. Tu sais, laquelle, toi? On en utilise plusieurs. Moi, j'aime bien Aftercell, Ouais, pour moi, c'est la Zipify. meilleure after sale. Ouais, Aftercell, je pense que c'est la meilleure. Après,
C'est la seule qui a fait le truc avec Shopify Plus d'ailleurs. Avec Shopify Plus, en fait, tu peux mettre les upsells dans le checkout, etc. Et je crois que c'est la seule en fait qui est compatible. C'est possible. À l'époque, j'utilisais Zipify One Click Upsell là, mais Zipify, au final, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est le paramétrage en one click quasiment. C'est la quick win facile, tu vois. Après Aftercell, je trouve que tu peux plus personnaliser, faire des choses super, super intéressantes. Et selon les nuits, il fallait un peu plus loin sur les A/B tests, etc. Je trouve Aftercell. Globalement, c'est plus ou moins la même chose. De toute façon, toutes les applications, au final, les One Click Upsell sont pareilles. Mais c'est vrai que Zipify, je la trouve très vieillissante. Ils l'ont pas mis à jour depuis un moment. Là où Aftercell, c'est un peu plus au goût du jour. C'est un peu mieux niveau interface, niveau structure et tout. Et la dernière que je dirais, c'est IntelliGems. C'est juste pour. Ah ouais, non, ça je l'ai oublié, mais c'est. Ouais, c'est juste pour parler de CRO rapidement. Mais parce qu'il y en a d'autres que je trouve moins performantes. Les petites applications, malheureusement à 50-100 euros, je trouve que la data elle est pas très accurate. J'utilise que IntelliGems. Moi, IntelliGems, j'adore. Ils l'ont mis à jour il y a pas longtemps, pas mal. Alors qu'avant c'était moyen niveau interface, là c'est très bien. Très intuitif, facile à analyser en termes de data. Il me semble qu'il y a aussi, voilà, pour en citer d'autres, c'est VWO ou WVO plutôt et Visually, mais après c'est du pareil au même. Prenez IntelliGems. Ouais. Prenez IntelliGems, c'est très bien. C'est vraiment incroyable cette application-là. Pour les A/B tests des offres et tout, c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire. Ouais, non, c'est très très pertinent. Et Replo aussi, on aime bien faire nos landing pages, les stickers sur Replo. Ouais, moi, c'est un bon builder. Mais ça, c'est du pareil au même. C'est ça, c'est des bons builders, mais c'est. Tant que la page ressemble. C'est des mentions honorables qu'on leur donne. Ouais, tant que voilà, la listicle, il y a les boutons, les trucs, peu importe là où tu l'as fait, ça fonctionne. Hein. Carrément, on peut même la faire en soi sur un thème Shrine avec une page, ça fonctionne aussi. Ouais, très clairement. Bah après, tu seras juste un peu plus limité sur les outils. C'est ça, mais justement, en fait, je trouve ça intéressant de limiter les choses. 80-20 sur ce qui est important. C'est ça, c'est justement, par exemple, il commence à être bien connu en plus maintenant, Evolve, Spencer et Sean, qui eux utilisent pour les landing pages PageDeck. Jamais utilisé. Bon, c'est très rapide, c'est un bon outil, mais la raison pour laquelle ils la mettent en avant auprès du grand public, mais aussi pour leur équipe, c'est parce que c'est simple et c'est pas trop personnalisable. Ça paraît contre-intuitif pour des top players, mais non, on se focalise sur l'essentiel. Le but, c'est de tester ton idée, le marketing, tout ça, c'est de tester le content, le copy, l'offre, c'est tout. On s'en fiche de pouvoir modifier le padding, de modifier la couleur, rajouter une section flottante du futur. Et même rajouter des sections flottantes du futur, comme tu dis, généralement, ça réduit le taux de conversion. C'est ça, c'est contre-productif et on se défocalise de l'essentiel. Donc faites des choses simples, utilisez des outils simples. C'est vraiment ça. Une fois que c'est simple, que ça fonctionne avec ce truc simple, vous pouvez améliorer justement, A/B tester, etc. Et potentiellement avoir un truc qui convertit plus. Mais il faut que la base soit bonne. Ça sert à rien de créer de la friction pour rien. 100%. Donc je pense qu'en outil, on a donné les essentiels. Ouais. Et là, justement, les créatives. Là, on va pas parler de créatives, justement, parce que tout le monde parle de créatives. Je suis une agence créative, j'adore les créatives, mais on va pas tout le temps chercher 50, 100 KDI avec que des statiques et des vidéos et des créas. Il y a des fondamentaux, il y a des autres choses qui sont nécessaires pour atteindre ces paliers-là et surtout les stabiliser. Ouais. Donc, on parle de tout sauf de créative. C'est un peu ça le. On va parler de ça. Je vais juste pas répéter parce qu'on avait déjà justement dans le dernier podcast Next Step, on avait abordé justement le fait de maximiser les chances de réussite quand on est débutant justement pour lancer des produits. Là, ce qu'on va parler, c'est plus du coup, voilà, vous avez déjà un site, mais vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à scaler. C'est ça. Là, ça va être là où ça va être intéressant. Des personnes qui font leur premier KDI ou même un peu plus avancé, 10, 20 KDI. Ouais. Même 400, 500 days, ils sont bloqués. Voilà, même 400, 500 days, ils se la donnent en créative et ça bloque. Voilà, faites des meilleures créatives, oui. Faites plus de volume, oui. Plus de variété, oui. Mais des fois, c'est pas la réponse à tout. C'est ça. C'est toi, de ton expérience, de tes consultings, de ton agence, c'est quoi le plus gros bottleneck pour aller chercher plus? Déjà, c'est l'offre en vrai. L'offre, super important. On parlait d'intelligence, c'est vraiment une des applications les plus importantes à avoir sur un shop. Ça permet vraiment de faire des A/B tests au niveau de l'offre. Et l'offre, c'est un des trucs les plus importants. Bon, il y a le marketing, etc. Les trucs importants, c'est une bonne offre. Vraiment, l'offre, ça peut tout faire. Même si le site il est éclaté, une bonne offre, ça peut tout changer. Prix, structure de bundle ou autre. 1 plus 1, 1, 2 plus 1, 1, 2, 3, 1, 3, 6. Tout ça, c'est super important. Il y a les offres, comme tu dis, en bundle qui sont importantes. Mais
plus que les bundles, etc., il y a aussi la manière dont tu montres l'offre. Parce que tu les mets en bundle, ou alors tu les mets pas en bundle, tu les mets sous une manière différente, avec des bullet points de tout ce que tu vas recevoir. Ça peut faire un effet totalement inverse. Et notamment, par exemple, tu fais, je sais pas, imaginons, je vends des boucles d'oreilles. Je fais une boucle d'oreille, 2 plus une offerte, 3 plus 2 offertes. Cette offre-là va pas fonctionner. Et par contre, si je laisse juste une boucle d'oreille et 2 plus une offerte, bah en fait, ça va faire pareil, ça va pas être fou. Mais si je mets le prix de une boucle d'oreille au même prix que la 2 plus 1 offerte, bah en fait, ça transforme peut-être l'offre en fait qui de base ne fonctionne pas en off winner, juste parce qu'en fait, ça crée un truc psychologique où la personne se dit ah mais là 2 plus une offerte, c'est le même prix que une. Enfin, c'est incroyable. Du coup, vas-y, j'achète. Et ça, justement, petite parenthèse sur ça. Moi, souvent, j'entends ouais, mais là, c'est pas cohérent. Par exemple, si je fais un 1 à 39, le 2 plus 1 doit forcément coûter 79,98. Enfin, le double, parce que c'est 2 plus 1. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu rejoins ou alors faut tester, tant qu'il y a plus de profit par visiteur, ça marche, pas besoin de logique. Parce que là, ce que tu dis, c'est quand même très contre-intuitif de mettre 1 et 2 plus 1 au même prix. Après, 2 plus 1, mais ça peut être... ça peut juste être 2 au prix de 1. 1 plus 1 offert. Ouais, bah, c'est un bundle très connu en ce moment, le 1, 1 plus 1 ou le 5, 5 plus 5. C'est ça, ouais. Ça paraît pas logique forcément et ça peut performer. Et nous, on a vu plein de fois du 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1 à 39, 49, 59. C'est des choses qui paraissent irréel, enfin c'est pas cohérent, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça peut fonctionner, ouais. Après, tu as plein de types d'offres. Des fois aussi, ça sert à rien de faire des bundles et augmenter ton AOV. Parce que des fois, les gens, ils se concentrent en mode, ouais, là, je suis pas rentable, je dois augmenter mon AOV. Mais des fois, en fait, c'est plus simple d'augmenter ton taux de conversion. Tu retires le bundle. Et en fait, juste à ton produit, tu augmentes légèrement le prix du produit. Par contre, tu offres plein de cadeaux en plus. Tu le mets en avant sur ton image et tout. Et là, en fait, ok, tu n'augmentes pas ton AOV. Mais derrière, en fait, tu as un meilleur taux de conversion. Et des fois, c'est aussi... voilà, il y a des offres, en fait, qui sont bonnes, qui fonctionnent. Mais ce qui est important, c'est pas juste d'avoir une offre bonne qui fonctionne, c'est avoir une offre mass market. Parce que, imaginons, je vends un truc avec un bundle qui maximise mon panier moyen, tout ça. En fait, au bout d'un certain montant, par exemple, un KD, je vais pas réussir à scaler plus. Et c'est pas parce que j'ai des mauvaises créatives, tout ça. C'est juste que mon offre n'est pas assez mass market. En fait, elle est bonne pour convertir des personnes qui sont déjà un minimum intéressées. Et dès que je veux partir sur du mass market, des gens un peu moins intéressés, là, ça fonctionne plus. Et du coup, il faut réussir à trouver une offre qui soit pas trop chère, intéressante pour le client et intéressante pour toi niveau renta, pour justement passer de ce 1K day là. Et en fait, juste en modifiant l'offre, par exemple, à 1K day, mais c'est pareil à 10K day, t'es bloqué à 10K day, des fois, c'est juste une question d'offre. Et juste en modifiant l'offre, tu peux te passer de 10K day à 20K day. Carrément. Et ça, d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue récemment. Avec un shop, on est monté très très haut en K-Day. Ouais. Et on a fait des A/B tests d'offres. On a trouvé la meilleure offre, mais j'ai vu un post d'un Américain très 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 bon, assez discret, qui justement lui scalait avec plusieurs offres à la fois. Donc quand je dis offre, là je parle vraiment prix et structure de bundle. Comme ça, il voit directement pendant qu'il scale laquelle se casse la gueule ou pas aussi. Ah, là pour le coup, en fait moi j'avais cette logique de je cherche la meilleure offre. Mais en fait il y a certaines offres qui vont parler à une audience, d'autres qui vont parler à une autre audience. Et en fait, je me demande si pour atteindre des très gros chiffres, c'est contre-intuitif parce que c'est pas du split test pour le coup, c'est pas de l'A/B test, c'est pas trouver la meilleure, mais c'est de scaler deux offres à la fois pour aller chercher des très gros montants. Par exemple, pour aller chercher du 100-150 KD constant, je pense que avoir une offre, par exemple, 1 plus 1 à 69 et une offre 1, 2, 3 à 49, 69, 89, ça peut être pertinent. Ça vise pas les mêmes poches d'audience, c'est un truc que je me questionne un petit peu actuellement. Ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai toujours une approche un peu 80-20. C'est-à-dire que généralement, ce que je vais faire, là, par exemple, j'ai un shop du coup que je commence à scale. Je suis à 30 € de panier moyen. Tu vois, c'est très faible. C'est très faible, mais j'ai un très bon taux de conversion. Je suis à 40% de marge. Ça fonctionne bien. Et en fait, juste je scale. Et en fait, je change pas mon offre. J'essaye pas d'optimiser mon AOV pour l'instant. Je scale jusqu'à ce que le bénéf commence à tomber. Parce que tout simplement, là, j'arrive à vendre pas cher, je suis rentable. Et en fait, je sais que ça va être une offre qui est plus mass market que si j'essaye d'optimiser l'AOV. Et là, des trucs par contre qui peuvent être faits, ça va être de rajouter des upsells, des order bump, etc. Comme tu en parlais dans le podcast, ton dernier podcast avec Morty, enfin le dernier podcast au moment où on tourne ce podcast, mais tu parlais d'order bump dans le panier. Et ça, par exemple, je sais que c'est un truc game changer et je connais quelqu'un actuellement qui fait ça. Et les order bump, ça lui fait limite sa moitié du chiffre d'affaires, quoi. C'est ça, j'ai parlé avec un de nos clients. Il avait fait sa compta. Il était
il avait fait beaucoup de profits, c'était vraiment beaucoup. Et il nous avait dit que 35% de son profit venait de l'order bump. Ok, ouais. C'était 50-60K profit monthly l'order bump. Enfin, D'ailleurs, les order bump fonctionnent mieux que les one-click upsell parce que quasi personne voit les one-click upsell en fait sur Shopify. Et c'était juste pour dire que les order bump, quand on trouve le bon order bump, bah, c'est game changer. Hein. Ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros de profit chaque mois. Avec un site bien évidemment qui scale, mais ça à pas négliger parce que suffit qu'il y a la moitié qui a réinvesti en content et l'autre en équipe, bah, ça permet de pérenniser le shop et le profit d'une manière incroyable. Et d'ailleurs, en parlant d'order bump, tu vois, sur Shopify, les one-click upsell fonctionnent pas très bien. C'est-à-dire que, de manière générale, moi j'ai regardé, c'est 20% des clients qui achètent voient le one-click upsell. En fait, on voit sur les vues. L'after purchase, ouais. Ça, en fait, il y a genre 20-30% maximum des gens qui voient l'upsell. Et sur ces 20-30%, il n'y en a que 20% qui prennent l'upsell de manière générale, si tu as un bon taux. Et encore, 20%, c'est un taux relativement élevé. Ouais, très clairement. Entre 10 et 15%, c'est plus simple. Je veux dire, 10%, ça me paraît cohérent. Et en fait, aussi pour les personnes vraiment qui chiffrent beaucoup, essayez aussi de tester des choses peut-être un peu différentes. Notamment, il y a Funelish qui fonctionne bien. Des tests comme ça, c'est toujours des tests à faire qui sont intéressants. Ou tu as Funnel Kit avec WordPress qui est super bien aussi. Et pourquoi ça peut être intéressant, c'est que moi actuellement je run du coup justement sur ces outils-là. Et moi ce que je remarque, alors j'ai des shops sur Shopify aussi, hein, mais ce que je remarque c'est que 100% des gens voient le one-click upsell. Il n'y a pas de perte. Il n'y a aucune perte, tout le monde le voit. Tu as des cartes parfois qui passent pas, mais c'est très rare, alors que sur Shopify, quasi personne ne le voit. Parce que c'est Shopify qui met des sécurités qui veulent pas trop, parce qu'ils sont obligés d'être compliant avec l'Europe, etc. Là où par exemple, je sais pas, Funelish... WordPress avec Funnel Kit, il s'en fout un peu et en fait ça montre à tout le monde. Et ça, notamment dans la niche santé, où c'est encore plus d'importance d'avoir des super after purchase one-click upsell. D'ailleurs, c'est pas la première fois que j'ai entendu des shops qui font 50% de leur profit, même plus, juste avec le funnel après-vente. Tu vois, ça c'était là qui font des VSL, spécialement après-vente. Donc si vous êtes dans la niche santé, ça peut être pertinent. À l'époque, tu avais Checkoutix. Checkoutix, c'était un banger, vraiment. Moi, j'ai connu cette époque-là et ça te faisait plus 50% de CA, ces trucs-là, parce que tout le monde les voyait, c'était incroyable. Maintenant, Shopify, je pense que Shopify limite aussi parce qu'il y a des gens en fait qui peuvent abuser parce qu'ils ont le contrôle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Shopify, ils veulent pas laisser le contrôle parce qu'ils savent qu'il y a des scammers qui vont venir, qui vont faire n'importe quoi. Mais Funelish, etc., t'as pas ce genre de truc et en fait, tu peux faire tes trucs-là. Et en fait, parfois, passer sur ce genre de plateforme, ça peut te rajouter un plus 50% de CA juste parce que tu mets des one-click upsell qui passent. Et moi, actuellement, voilà, sur un infoproduit, je vais être à 50-60% du CA généré via ces one-click upsell. Et j'ai des order bump en plus que tout le monde prend quasiment, qui sont précochés dans le checkout. Ok. C'est pas une assurance transport? Non. Non, c'est un infoproduit. Non, c'est un infoproduit, par contre. C'est pour ça que l'infoproduit assurance transport, c'est vrai que c'est. Ouais, non, bizarre un peu. Mais parce que j'ai fait une vidéo sur ça, c'était un moyen pour moi d'aller voir la vidéo. Parce que ça, on a essayé de précocher, pas précocher, et on a vu des résultats assez négatifs. Tu parles dans le panier, là? Dans le panier, ouais. Ouais, dans le panier. Moi, c'est au checkout, tu vois, ce qui est assez différent. Ouais. Ouais, parce que, ouais, je pense à Shopify. Je suis très Shopify. Shopify, tu as ces limitations-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller tester des trucs. Mais par contre, quand vous débutez et que vous n'êtes pas au moins à 10K day, ça sert à rien de partir ailleurs. En fait, déjà, il faut se concentrer sur la base. Justement, ça me fait une belle transition. Tu parles un peu de coût d'opportunité finalement. C'est quand vous faites beaucoup, ça peut vous apporter beaucoup. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser. Quand vous êtes débutant, faites d'abord le 80-20 sur Shopify. Ouais. Tu as des niches aussi. Tu peux pas partir sur des Funelish. Je sais pas, tu vends par exemple des bijoux. Ça n'a rien, Funelish, c'est pour du monoproduit principalement. Bien sûr. Mais du coup, si on part, ça me fait une belle transition sur le mindset e-commerçant, même un peu plus entrepreneur au global, mais si on reste quand même sur l'e-commerce, c'est quoi toi les patterns des bons e-commerçants que tu vois, des moins bons, ou ceux qui bloquent un certain palier, ceux qui ont réussi à exploser leur palier. Et voilà, je parle pas de faire 30K day, 50K day, un jour ou deux. Je te parle de ceux qui durent dans le temps, qui font de la bonne marge, qui auront un bon business viable. C'est quoi un peu les patterns que tu repères, toi Je vais parler de ça, et notamment, tu vois, du coup, j'ai fait pas mal de coaching d'une heure en e-com, comme j'en parlais tout à l'heure. Et moi, c'est un truc où ça occupe une grande place. Des fois, en fait, le problème, c'est pas le shop ni rien, c'est le mindset de la personne. Bien sûr. Et moi, j'ai vu plusieurs fois ce changement-là où la personne a changé son mindset et ça a tout changé sur ses résultats. Et top 5 des choses qui reviennent. Ouais. Et en fait, tu vois, au niveau du mindset, déjà,
faut pas partir mentalité court terme. Alors, il y a des gens, ils ont mentalité court terme, ils arrivent à chiffrer, mais de manière générale, ça sera jamais stable. En fait, il faut avoir une vision long terme et se dire, OK, parce qu'en fait, tu vois, une vision long terme où tu dis, je vais bien faire les choses, etc., et que vraiment, tu vois loin, en fait, tu vas mettre les bonnes actions en place et tu vas pas faire la même chose, tu vois. Imaginons quand tu fais ton site, que tu mets en place tes offres, ce que tu as dans la tête, en fait, c'est super important. Si tu penses au long terme, tu vas faire les choses totalement différemment que si tu penses court terme. Et en fait, ton site, il aura pas la même tête. Tu vas pas mettre en place les mêmes actions. Et ça, c'est juste en fait dans la tête. Juste ce que tu as dans la tête, ça va influer sur tes actions et ça va pas du tout être les mêmes. Ça va être absolument différent. Et moi, ça, j'ai remarqué aussi sur moi-même. C'est pour ça aussi que je le dis. Parce qu'avant, il y a très longtemps, du coup, j'étais vraiment en galère de thunes et j'étais en mode, faut que ça marche, faut que ça marche, je lançais des shops, faut que ça tourne tout de suite maintenant parce que j'étais en galère, je pouvais même pas payer mon loyer, etc. C'était compliqué. Donc vraiment, je balançais et au final, il n'y a rien qui prenait. Il n'y a rien qui prenait. Et après, du coup, j'ai fait mon agence, j'ai scalé mon agence, etc. Et tu vois, maintenant, je lance des shops, etc. Ça fonctionne très bien parce que j'ai la mentalité long terme et je me presse pas en mode, il me faut de l'argent tout de suite maintenant. J'ai pas ce Ouais. truc-là au-dessus de la tête où je suis obligé de faire de l'argent tout de suite. Non, j'ai le temps, je fais les choses bien et en fait, bah, ça marche super bien, Ok. quoi. Donc, C'est ça, en fait. avoir une C'est ça. vision long terme, prendre des bonnes décisions, ça, c'est la première chose que tu vois. Ouais, les décisions, c'est super important, ça change absolument tout. Mais ouais, le mindset, on peut dire c'est un peu cliché, tu sais, avec que ce soit Yumi, etc. Il y a des gens maintenant, c'est mindset en mode Ouais, c'est un ouais, terme qui est mindset, très c'est bullshit, galvaudé, mais etc. après, Mais on voit quand même des c'est. patterns entre les personnes qui réussissent et les personnes qui réussissent pas. Ils ne Mhm. réfléchissent pas pareil. Finalement, quand je dis mindset, c'est prise de décision, c'est réflexion, c'est manière d'agir au quotidien. C'est vraiment de ça qu'on parle, en fait, hein, Ouais, finalement. c'est ça. C'est ça. Donc, C'est super ok, important. la vision long terme. Pour moi, le truc que je vois régulièrement entre les bons et les mauvais, c'est la data. C'est tout simplement Ouais. de lire à savoir lire la data. La data e-commerce, pour moi, c'est les impressions, l'engagement, le trafic et aussi les bases media buying, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un bon coût par acquisition, qu'est-ce qui est un coût par ATC, Ouais. qu'est-ce qui est un bon ROAS, calculer son ROAS break-even en prenant bien tout en compte. Voilà, vraiment savoir lire la data. Ça paraît simple, mais en vrai, il y en a beaucoup qui n'ont pas les bases Ouais. et qui connaissent pas leur ROAS pour faire 20%, leur ROAS target, qui ne benchmarkent pas le coût par ATC des meilleurs créas et des créas en testing pour savoir si c'est une créa qui a du potentiel mais qui n'a pas eu de chance, ou une créa qui a fait une vente, un ATC et qui a fait une vente avec un bundle, bah, c'est peut-être pas si bien, c'est peut-être pas un si Ouais. bon démarrage. C'est savoir lire la data. Donc moi j'invite tout le monde à passer du temps à benchmark les créatifs, savoir qu'est-ce qui est des bonnes impressions, qu'est-ce qui est du bon trafic, comparer du réel à du tool. Ce que je veux dire par là, c'est regarder par exemple combien de trafic il y a sur votre site et regardez combien de trafic il va avoir sur TrendTrack. Savoir combien de combien est le multiplicateur. Demandez à vos amis de faire le calcul. Est-ce qu'on fait 1 fois 2, 1 fois 1.5 ou 1 fois 6? Ça vous permet en fait, de mieux comprendre le marché, de savoir le profit par visiteur moyen de vos shops et ceux de vos amis. En fait, ça vous permet de savoir, OK, ce site, il y a autant de trafic. Ouais, En dans la général, recherche de on fait concurrents pour savoir c'est ça. précisément. En général, on fait x5 sur le trafic. Avec un profit par visiteur à 1.2, ça fait autant de profit potentiellement. Enfin voilà, c'est Ouais. juste, c'est juste savoir lire la data, beaucoup benchmarker, être curieux, analyser la data, passer du temps. Et pour moi, quelqu'un qui s'y connaît bien en data, finalement, c'est quelqu'un qui va sûrement réussir. Voilà, c'est Ouais. Je suis d'accord. trafic, engagement, impression, media buying simple, mais maîtrisé. C'est vraiment maîtriser ces data. Tu vois, au niveau de la data, c'est super important. Tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, la data, c'est un sujet très complexe et il y a énormément de data qui existent. Donc, déjà, pour moi, dans un premier temps, il faut regarder que les datas importantes et enlever tout ce tout ce qui sert à rien. Ouais. Euh, Ouais, donc, ouais, ça, t'as déjà, c'est raison, un t'as premier raison. temps. Parce que à contrario, la data, ça peut aussi. Enfin, Ça peut te noyer à les gens qui me l'intérieur. parlent de hook rate, hold rate, je dis pas, c'est intéressant, mais tu peux vite aussi te perdre avec ton CPM qui a C'est augmenté de intéressant 10%. pour itérer des créatives, mais c'est pas intéressant pour savoir laquelle scaler ou quoi. C'est pas sur ça que. Et tu vois, je Et on reviens peut aussi s'y sur. perdre. En tant que débutant, on peut s'y C'est ça. perdre. Donc tu fais bien de dire qu'il faut faire attention à la data. Mais tout ce que j'ai cité avant, ça me paraît vraiment être les bases pour savoir naviguer et comprendre le marché et l'environnement qui nous entoure. Tu vois, la data, il y a un truc aussi que je peux dire, c'est que la data, en vrai, il y a
aucune règle. En fait, chaque marque, c'est différent, chaque niche, c'est différente, et il faut jamais avoir d'idées préconçues. Donc, il ne faut pas se dire, je dois avoir 10 de CPA, il faut Non, que pas du j'ai... tout. Voilà, et notamment, tu vois, je reviens, tu disais, par exemple, analyser son coût par ajout au panier, etc. En fait, pour moi, ça, c'est même pas intéressant. C'est un truc que je peux analyser si la créa ne fonctionne pas. Et dans tous les cas, moi, comme on parlait, vision long terme, je vais pas couper sous les émotions parce que j'ai dépensé 60 euros et qu'il n'y a pas de vente. Je vais vraiment spend 150 euros par créative. Je vais vraiment donner la chance à chaque créative, même si le taux d'add to cart est... Enfin, même si le coût par ajout au panier est super élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, tu as un gros CPM, gros CPC, coût par ajout au panier super élevé, sauf que en fait, les créas sont super rentables. Donc, il faut regarder le ROS. Et des fois, en fait, tous les coûts sont élevés. Mais pour ça, je dis il n'y a pas de règle parce qu'en fait, les coûts sont super élevés, mais en fait, ça attire que du trafic ultra qualifié. Ce qui fait qu'en fait, même si à première vue, la data n'est pas intéressante, en fait, la créa, elle est incroyable parce que, bon ROS. En fait, faut regarder le ROS avant tout. Après, tu peux aller un peu plus loin, mais le ROS, dans tous les cas, c'est la métrique la plus importante. Et la deuxième métrique la plus importante en tout cas en media buy, c'est le montant dépensé. Montant dépensé et ROS, déjà, c'est le plus important. Et après, si ça fonctionne pas, là, faut aller creuser un petit peu plus loin. Complètement d'accord. Il y a aussi une autre chose que je vois, c'est la vitesse d'exécution. Souvent, ceux qui exécutent vite et bien, en fait, qui mettent de l'énergie tout simplement dans le business, c'est ceux qui réussissent le plus. Moi, je suis quand même assez étonné de la différence entre les ambitions de certains et leur action au day-to-day de ces mêmes personnes. Ouais. Il y a des personnes qui sont vraiment lentes, hein. Tu leur conseilles un truc, 2 semaines plus tard, ouais, il faut que je le mette en place, je vais le faire ça. Faut être dans l'action et surtout aussi bien focus, c'est-à-dire que, alors je suis mal placé pour dire ça parce que j'ai 10 000 trucs, mais quand tu fais de l'e-com, tu fais que de l'e-com et tu essayes de focus jusqu'à ce que ça fonctionne. Et surtout, pas juste focus bêtement. Et comme tu dis, il y en a, ils ont des ambitions et en fait, ils travaillent pas à la hauteur de leurs ambitions. Et ça, c'est juste que généralement, alors soit il y a un problème de manière personnelle, là on revient un peu sur le mindset, etc. Des fois, c'est juste l'environnement, il faut changer d'environnement, essayer de voyager, rencontrer des personnes. Si vous, je sais pas, vous avez un environnement, par exemple, dans votre famille qui est toxique, sortez de vos familles, faites autre chose, allez ailleurs. Et ça, déjà, c'est un truc vachement important. Euh, et aussi, tout simplement, il faut avoir des vraies ambitions. C'est-à-dire que juste se dire, ah, moi, je vais faire 5 millions et je vais avoir que plein de voitures de luxe, ça, c'est pas une ambition. Une ambition, ça va au-delà de l'argent et de tout ce qui est matériel. Et il faut vraiment avoir un objectif de vie qui te rend vraiment heureux et vraiment un vrai truc dans la vie, pas juste un montant, pas juste un truc, même si ça peut Ouais, motiver, ça suffit pas, il faut aller plus loin encore dans... ça, autant, je sais pas. Ça, je serais Non, pas me prononcer, mais aimer ce qu'on fait, dans le sens où c'est un gars obligatoire. qui aime pas faire de l'e-com et qui veut faire 5 millions, pour moi, c'est surtout ça, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ça, moi, très j'aime clairement. beaucoup l'e-commerce. Toi, je pense que t'aimes enfin, T'es quand obligé qu'est-ce que d'aimer. En t'aimes fait, beaucoup aussi? l'e-commerce, c'est bien, ça fait des gros montants, mais si t'aimes pas l'e-commerce, autant faire un autre business. C'est ça. Et c'est pas parce qu'un business est censé rapporter moins d'argent que c'est moins bien, faut faire un truc que t'aimes. Et si t'es dans un truc que t'aimes, tu vas faire plus d'argent que n'importe où tu aurais pas aimé le truc, en fait. C'est ça. Et dans cette logique de vitesse d'exécution, moi je le vois. Il y a des personnes, parce que nous, en fait, finalement, avec notre agence Luma, on fait des créatives, on fait du CRO, mais on accompagne aussi sur la stratégie et on a aussi énormément de Mm. data de par nos partenaires, mais aussi, je parle beaucoup, je suis curieux, tu vois, je ramasse beaucoup de data et je la synthétise. Ouais. Et il y en a certains, je leur dis, je pense que ça serait judicieux pour toi de lancer Italie ou Espagne. Tu vois, on parlait des marchés, c'est ces deux marchés que j'ai vu réussir très fort récemment sur deux personnes différentes en dupliquant simplement le produit. Il y en a certains, je leur dis ça, 2 jours après, le site est fait, les campagnes sont lancées, les créations sont traduites. Ah, j'ai trop hâte, on va voir si, s'il y a des différences de CPM, CTR. Enfin, il est curieux, Faut il être a dans envie, l'action. il est dans l'action. Il y en a d'autres, 3 semaines après, tu l'as lancé ou pas, le shop? Ouais, là, je suis en train de finir un truc, on va voir. Ouais. Et en fait, il y en a qui lancent des marchés en un jour. Il y en a, ils en lancent deux en 2 jours. Il y en Ça, a, tu ils en vois, lancent un en 3 semaines. c'est quand t'as un truc dans le cerveau qui fait que tu repousses tous les trucs qui te font un peu chier ou il y a de la friction. Et moi, c'est un truc que je fais aussi beaucoup. Surtout que j'ai plein de trucs en fait. Du coup, il y a des trucs qui sont importants, mais j'ai tellement de focus un peu partout qu'il y a des trucs qui sont importants que je délaisse ou que je fais à moitié. Et c'est notamment ça qui a fait que mes shops ont pris du temps à sortir parce que j'avais l'agent, j'avais tout à côté. Et au final, j'ai mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Dans la fourmilière, je me suis dit là, tout de suite, maintenant,
faut que je règle le problème. Et en fait, quand il y a un problème, il faut vraiment être en mode, je le règle tout de suite, je fais pas le truc à moitié, vraiment, je prends une journée entière dessus, que sur ce truc-là. Et par exemple, si tu dois lancer un marché, parce que lancer un nouveau marché, c'est vraiment le meilleur 80-20 possible, c'est, ok, ça peut doubler mon chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une bonne opportunité. Voilà, c'est un truc obligatoire à faire. C'est tous les autres trucs, ça passe après et c'est pendant une journée entière, tu matraques ça et ça doit être fini. Et c'est vraiment ça en fait qui est important. Carrément, vitesse C'est pas d'exécution, simple. savoir aussi prioriser. D'ailleurs, j'ai une matrice en CRO. J'avais fait un tweet sur ça récemment, mais c'est au-delà du CRO. C'est la méthode ICE, impact, confiance, ease. Donc en fait, c'est tu mets des notes en fait sur des choses des hypothèses, sur des choses que tu dois faire au quotidien. Ouais. Et tu vois, tu notes l'impact. Admettons, on fait 5, 5, 3. Ça, moi, j'aime bien mettre ces notes-là. L'impact de 1 à 5. Est-ce que dupliquer un marché, c'est impactant? Ça peut doubler mon CA. 5 sur 5 en termes d'impact. Plus que de modifier mon e-book. Ça passe même avant de modifier ton offre principale, même, je dirais. Ouais, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Mais admettons, hypothétiquement, le shop il marche bien. Impact 5. Confiance, bon, ça marche en France, pourquoi ça marcherait pas en Italie? Après, dupliquer, c'est jamais aussi limpide, mais on peut mettre un bon 3-4, ça me paraît cohérent, tu vois. Clairement. Et, ease, facilité de déploiement. Finalement, franchement, c'est juste du temps. T'as un tout petit peu d'éther, demain minuit, c'est lancé. Hein. Enfin, c'est juste du temps, et après, si t'as quelqu'un dans ton équipe... C'est ça, c'est du temps, et franchement, c'est juste du temps, et bidouiller sur 2-3 tools, c'est chiant, mais c'est tout. Facilité 3 sur 3. Donc en fait, tu te rends compte que d'après la matrice ICE, 5, 3, 3, ça nous fait une note de 11, donc ultra pertinent. Alors que ton e-book, il y a une petite faute d'orthographe, tu as eu un commentaire sur 150, est-ce que c'est important? Impact 0, ça n'a aucun impact sur ton business. Confiance, oui, peut-être que tu es confiant que ça va être mieux après, mais c'est tellement peu impactant. Facilité, oui, mais en fait, si tu notes comme ça tes hypothèses, c'est pas mal ça comme manière de faire. C'est prioriser, c'est ça en fait, hein, finalement, c'est savoir prioriser. Et lié avec la vitesse d'exécution, c'est un très bon combo. C'est pas mal. C'est pas mal. Carrément. Vitesse d'exécution, moi j'ai la loi de Parkinson. Tu sais, le fait de compresser le temps pour faire une tâche. Et finalement, au plus la deadline est proche, au plus tu l'as fait. Pour ça, il faut se dire tout de suite maintenant, c'est un problème important, je dois le faire tout de suite. C'est ça. C'est savoir se mettre avoir de la discipline, savoir se mettre des deadlines soi-même. La discipline, c'est un truc aussi difficile. Très dur. Enfin, pas que en e-com, mais dans l'entrepreneuriat de manière générale. C'est un truc qui s'apprend. C'est pas facile au début. Et ça, notamment, l'environnement en joue grandement. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as des potes qui vont en soirée tout le temps, etc., bon, ça va être compliqué d'avoir une bonne discipline. Et pareil, si tu as des gens toxiques dans ton entourage, pareil. Pour ça, on en revient, mais l'environnement, etc., c'est super important savoir mettre les bonnes actions en place et aussi évoluer personnellement. C'est ça, et être conscient qu'on est responsable de son environnement. On choisit ses amis, on choisit ses fréquentations, on choisit là où on habite. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est des choses on a un impact sur ça, il faut le savoir. Être responsable. Ça, voilà, justement, c'est un truc que je vois beaucoup, la responsabilité. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, c'est comment le marché en ce moment? J'ai l'impression que le mois d'août, il va être compliqué parce que c'est le mois d'août. Enfin, en fait, il y a tout le temps un facteur externe qui justifie le potentiel échec, alors que les gens qui réussissent le mieux sont tout le temps responsables. C'est ok, ma niche, elle est pas très bonne pendant ce quarter. Je change de niche. Je crée un nouveau site. Je lance partir du principe que c'est de ta faute. Et si un truc fonctionne pas, tu dois trouver la solution. C'est de ta faute, trouve la solution. Il y a un truc qui va pas, c'est à toi de trouver quoi. Et si jamais tu n'arrives pas à percer le marché, tu changes de marché. Et il faut vraiment. C'est ça, et être responsable. Si ça n'a pas marché, c'est de ma faute. J'ai délégué à cette personne, ça n'a pas fonctionné, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui a mal fait mon étude de marché. Et là, ça nous fait un bon combo. Hein. Quelqu'un qui est responsable avec une bonne vitesse d'exécution, une vision long terme. Et c'est un des trucs les plus compliqués, je pense. Plus que maîtriser Shopify. Tu vois, tu prends une formation, tout le monde aura les compétences. C'est après ce que tu as dans la tête et vraiment tous ces trucs-là qu'on a abordés qui est super important. Et c'est la partie qui est vraiment immergée, que très peu de personnes parlent, mais qui est la plus importante. Parce que c'est ça qui détermine le succès ou pas. Tout le monde a un PC, tout le monde a les mêmes outils. Pourquoi il y en a qui réussissent, d'autres qui réussissent pas? C'est juste ce qu'il y a dans la tête. Carrément. Et j'en ai peut-être un dernier perso. En e-commerce, je le trouve essentiel.
c'est de savoir vivre avec la volatilité. Oui. J'en vois trop qui se font bouffer, ils font 100K profit, 200K profit, et ensuite, pendant un mois, et après, quand ça baisse, ils sont en panique totale, ils sont en train de tout remanier, ils remettent tout en Les question, émotions. ils, ils arrêtent de déléguer à telle personne, et en fait, ils font tout ce qu'ils ont construit, le déconstruisent à cause de la volatilité, Ouais. bon, ça va à l'encontre de la responsabilité, mais il y a des facteurs externes qu'on ne contrôle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse les bonnes actions, mais il se peut qu'on n'a pas tout le temps les résultats escomptés. C'est pas linéaire C'est pas le linéaire, growth. c'est ça. C'est Très pas linéaire. clairement, et moi j'ai un exemple très précis. J'ai un ami très proche, lui, il avait un shop qui tournait super bien. Je pense qu'il était à 6-7K day, constant, ça fonctionnait bien, bref, la belle vie et tout. Et à un moment, ça se pète la gueule. Mais vraiment, ça se casse la gueule. Et bah, du coup, on est amis, etc. Moi, j'ai mon agence, donc ça me permet d'avoir beaucoup de data. Et voilà, au bout de 1, 2 semaines, il est en mode putain, ça marche plus et tout. C'est limite, il allait couper le produit parce que voilà, les émotions et parce que ça marche pas. Et vraiment, c'est limite, il devenait fou, tu vois. Genre, il avait un truc qui fonctionnait bien, pourquoi ça marche plus? Et moi, je sais qu'il y a beaucoup une question de période. Des fois, c'est par niche, par produit. C'est pas pareil pour toutes les niches, c'est différent pour toutes les niches. Il n'y a aucune règle qui existe. Et moi, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit baisse le budget de la campagne, laisse tourner à 50 euros par jour, laisse tourner comme ça. Il a attendu un mois et demi. Et pareil, il était revenu vers moi et il m'a dit, mais je vais le couper, enfin, ça sert à rien, c'est plus rentable. Je lui ai dit, laisse tourner, etc. À côté, il a essayé de lancer d'autres shops, etc. Il a fait des trucs. Et un jour, évidemment, il a fait quelques modifs sur son site, etc. Mais je pense pas que ce soit dû à ça. Enfin, ça marchait déjà avant. Et là, explosion, il est remonté à 10K day, constant. Ça s'arrête plus ni rien. Et en fait, tu vois, c'est pour ça aussi, les émotions, c'est super important. Il aurait cédé aux émotions, il aurait lâché son produit, il aurait perdu mais tellement d'argent, alors qu'il suffisait juste d'attendre et de laisser le produit tourner à l'eau budget. Et en fait, un truc de période comme ça où tu peux pas le contrôler, tu peux pas vraiment savoir ce qui se passe, mais juste faut des fois prendre du recul, baisser les budgets. Bon, évidemment, faut pas non plus se dire ah bah je peux rien y faire, faut essayer de tester des trucs. Mais en attendant, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Déjà, tu baisses le budget, tu lances des nouveaux produits en parallèle, tu fais pas rien, bah, tu vas pas juste attendre, tu vois. Ouais, Tu lances 100%. d'autres produits sur d'autres shops, sur, voilà. Et tôt ou tard, ce shop-là peut reprendre. Et évidemment, il faut comprendre aussi pourquoi ça fonctionne pas actuellement. Est-ce que c'est la période? Il faut essayer de tester quand même des choses. Est-ce que tu peux tester une autre offre un peu différente? Je sais que lui, il a réussi à rescale. Forcément, la période est redevenue bonne. Et il avait en plus une meilleure offre. Parce que du coup, pendant cette période où c'était vraiment mauvais, il a quand même refait un travail qui a fait que tout cumulé, la bonne période plus la bonne offre, et bah, Ouais. ça a repété. Et ça, Non, c'est super important. c'est clairement, c'est quand ça marche moins bien, continuer à poser des actions, Mm. continuer à spend, tout simplement, parce que c'est pas parce qu'on se rapproche du break-even qu'il faut d'un coup arrêter de spend et attendre que la Mm. De machine toute façon, se tu perds pas relance. d'argent au break-even, hein. C'est ça, c'est ça. Et au pire, si tu perds un peu d'argent, bah, ton scale, tu vas à 50 euros par jour, tu vas pas perdre non plus beaucoup par rapport à ce que tu as gagné avant. Mm. C'est ça, pas faire des choix. Ok, bah, mon profit baisse, donc j'investis un peu moins, ou je kill des charges qui sont pourtant vitales pour essayer de faire un bon mois. Et, euh, et ouais, ça serait peut-être vraiment le dernier truc, parce que j'ai déjà dit le dernier truc, mais c'est ne pas regarder, surtout en e-com, le profit day to day, Ouais. dézoomer à la semaine, au mois et parfois même au Super trimestre, important, ça permet de relativiser. même si ça paraît un peu loin le trimestre. Mais voilà, c'est pas parce que pendant une semaine il y a eu moins de profit qu'il faut tout remettre en question. Il faut, tant qu'on lance des Ouais. bonnes créas, des bons marchés, des bons produits, qu'on analyse, qu'on pivote. Ouais, il y a aussi ça, c'est que tu sais, tu peux te dire c'est une question de période, mais il faut déjà être sûr que tu lances des bonnes Oui, créatives, que tu as un certain nombre de créatives, parce que si tu n'as que 5 créatives, bon, très clairement, voilà, il y a tout ça qui est important. Et c'est pour ça aussi, peut-être un dernier conseil aussi, c'est faut être bien accompagné, parler aux bonnes personnes. N'hésitez pas à sortir de vos zones de confort, envoyer des messages sur Twitter à des gens que vous estimez être bons dans leur domaine. C'est un truc qui est super important. Et justement, pour revenir aussi sur le mindset des personnes qui réussissent, tous les gens que je vois vraiment réussir, c'est des gens par exemple, qui prennent des coachings. Donc, ils ont pris des coachings avec moi notamment, avec plein d'autres personnes que je connais. C'est des personnes qui vont vers les gens, qui envoient des messages sur Twitter, sur Insta, et qui vraiment, en fait, ils vont vers les personnes. Bon, ils et vont se pas dire... construisent un Ouais, environnement en fait de personnes c'est qui sont ça. impliquées dans l'e-com et qui ont réussi. C'est Ça ça. rejoint un peu cette idée d'environnement. C'est il faut aller vers les gens pour pouvoir se construire un réseau. Il Mm. faut échanger, s'entourer d'e-commerçants et de personnes qu'on estime. C'est ça. En plus de nos jours, avec les réseaux sociaux, les YouTube, les pas mal, on peut quand même savoir qui est bon, qui est mauvais, C'est ça. qui est impliqué, qui ne l'est pas. Après, c'est pas si simple de te rapprocher vraiment de personnes, tu vois, qui sont vraiment plus loin que toi.
Mais des fois, juste, tu es bloqué dans ta vie, enfin, je sais pas, en e-com, je sais pas, il y a un truc, tu sais pas ce qui va pas et vraiment, tu as pas la data pour. Des fois, il suffit juste d'envoyer un message à une personne. Moi, ça m'arrive, il y a des personnes, ils m'envoient des messages, je leur fais un vocal de 1-2 minutes et des fois, ça peut changer une vie juste parce qu'en fait, tu vas comprendre que, OK, c'était ça. Et des fois, tu peux pas savoir toi-même parce que tu as pas l'expérience, tu as pas le recul. Donc, c'est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, ça c'est sûr, mais aussi poser les questions des fois à des personnes plus avancées et pas avoir peur que la personne te réponde pas. Au pire, t'as pas de réponse, mais ça n'empêche pas d'envoyer des petits messages par-ci par-là à des personnes que tu aimes bien, notamment sur Twitter, etc. C'est super important. Carrément, carrément. Mm. Et ça nous fait une belle transition. Twitter, où est-ce qu'on peut te retrouver un peu sur les réseaux sociaux? Alors Donc, moi, c'est et c'est ouais. Twitter, Insta. Alors moi, c'est compliqué, je fais plus trop de contenu ni rien, je suis concentré sur ce que je fais, mais du coup, j'ai Twitter, où il y a toujours de la value, et cetera, et je vais peut-être reprendre, tôt ou tard, c'est, Examicom, et après sinon j'ai Instagram, c'est Kylian, tiré du bas K, ça sera dans la description de toute Ouais. façon, En on plus, va le j'avais vu, tu mettre. avais fait un concept qui était pas mal de questions-réponses. Ah, t'avais bien aimé ça? C'était vraiment cool. OK. Ouais, Moi, c'était la première fois que je faisais, peut-être que je referai si ça plaît ouais, aux ouais, personnes. j'ai bien aimé. Ouais. J'ai regardé, c'était cool. Donc, Insta, il y a de la value. Ouais. Twitter, un petit Bah, peu, mais Insta, c'est là ça où je suis le finira plus par revenir. actif. Twitter, j'ai pas Ok, trop le temps forcément. Juste Insta, c'est là où je réponds un peu plus, ou je poste des petites stories de temps en temps. Et si je vois que ouais, ça intéresse les personnes de faire des questions-réponses, donner de la valeur, bah, je le ferai plus souvent. J'ai juste à filmer ma tête et donner de la valeur, c'est pas bien carrément. compliqué. Bon, en tout cas, allez suivre les deux, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Dans la chaîne, il y en a d'autres avec des personnes tout aussi cool que Mm. Kylian. Franchement, il y a des bons podcasts, hein, je les Et regarde de temps en temps. bah, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et on parle que d'e-commerce, strictement que d'e-commerce, créatif, CRO. Allez faire un tour. Ciao, ciao. Salut. Merci.